Connaissez-vous les KPI UX? Dans cet épisode, j'accueille Maxime et Clément qui ont mis en place une série de KPI UX lors d'une mission. Ils vous expliqueront pourquoi ils ont mis en place cette série de marqueurs, mais aussi comment ils les ont mis en place et quels sont les résultats qu'ils ont obtenus. À la fin de cet épisode, ils partageront avec vous un REX, un retour d'expérience, en vous donnant les points positifs, les points négatifs, mais aussi leurs précieux conseils sur cette expérience. Bienvenue dans Design Plus et bonne écoute. Design Plus. Design Plus. Je pense que le design doit rendre service au plus grand nombre et avoir des responsabilités écologiques et sociales. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis 15 ans. Avec Design Plus, je vous propose de rencontrer ensemble les designers français qui vont partager avec vous leurs connaissances, leurs expériences, leurs passions et leurs inspirations. Bonjour à tous et bonjour tous les deux, comment allez-vous ? Salut Laurent, ça va très bien. Salut Laurent, salut Clément, ça va très très bien aussi. Super. Est-ce que vous pourriez vous présenter chacun d'entre vous auprès de nos auditeurs, s'il vous plaît ? Je suis Clément Varzignac, j'ai 33 ans, je suis lead UX dans mon agence Connex à Lille. Et je fais de l'UX depuis, on va dire une bonne dizaine d'années, même si j'ai un parcours un petit peu atypique, on va dire. J'ai un doctorat en ergonomie cognitive qui, de fil en aiguille, m'a mené à devenir consultant en UX il y a quelques années. Voilà. D'accord, merci. Et toi, Maxime ? Donc moi c'est Maxime Perret, je suis ce qu'on appelle aujourd'hui spécialiste facteur humain chez Airbus. Donc je travaille dans le design des nouvelles fonctions dans les cockpits d'avion, avec des pilotes, etc. Et j'ai un passé d'UX researcher comme Clément, on s'est rencontrés sur ce job-là. J'ai pas fait de thèse, mais j'avais commencé une thèse avec Karine Lallemand qui a pas mal bossé sur les méthodes UX. C'est ça qui m'avait donné le goût de faire de l'UX research. D'accord. Et pour continuer, Maxime, est-ce que tu peux me dire comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Alors moi, je commençais. C'était globalement mon premier poste après l'arrêt de la thèse. Donc dans une entreprise qui travaille dans le secteur automobile et le e-commerce. J'ai eu ce poste-là du UX Researcher. J'étais le premier sur ce poste dans une équipe UX dans laquelle il y avait que des designers. Et un jour, à côté de moi, il y a Clément qui est venu s'asseoir, nouvelle UX Researcher dans l'équipe. Et c'était du coup mon premier pair, on va dire, avec qui j'ai pu bosser. Et on a un profil à la fois similaire et à la fois on a nos propres différences dans l'intérieur de nos parcours. Donc ça a vite matché entre nous, on s'est reconnus sur pas mal de choses, notamment l'aspect un petit peu plus scientifique des choses qu'on n'a pas forcément dans le e-commerce. Et ça a pas mal matché, c'était le début d'une belle amitié. D'accord. Est-ce que tu veux compléter, Clément ? Non, Maxime, il a globalement tout dit. Hein. Pour éclaircir, en gros, on s'est rencontrés à Noroto début 2020 chez Noroto International, qui est l'équipe en fait qui s'occupe de tous les projets digitaux, on va dire, du groupe Mobivia, dont fait partie Noroto. Mais qui travaille aussi pour des marques comme Midas, comme Auto5 en Belgique, comme Atteo en Allemagne. Et donc Maxime est arrivé, je crois, à l'été 2019, si je dis pas de bêtises, dans une équipe UX qui était en création, en fait, qui venait d'être créée. Je crois que c'est courant 2019 qu'ils ont relancé une refonte totale chez Noroto de leur écosystème digital, c'est-à-dire qu'ils faisaient une refonte à la fois de tout ce qui était plateforme client, mais aussi de tous leurs outils collaborateurs. C'est-à-dire que tout ce qui se passait en magasin, en atelier, dans les bureaux administratifs, la RH, etc., ils refaisaient tout de A à Z parce que tu avais des outils qui avaient 15, 20, 25 ans. Alors qu'ils fonctionnaient très bien, mais sous Windows 95, quoi, qui était plus trop adapté aux besoins et aux technologies actuelles. Donc ouais, Max est arrivé été 2019, moi je suis arrivé janvier 2020,
Et on a fait connaissance dans l'équipe UX qui était toute jeune et toute naissante à ce moment-là. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel était le rôle de chacun au sein de l'équipe, s'il te plaît, de l'équipe design? Ouais, ouais. Donc, Max et moi, on était tous les deux UX researchers. Donc, dans cette équipe naissante, il y avait quand même des rôles qui étaient bien distribués. Quand je suis arrivé, j'étais le 6e ou le 7e, je pense, et donc le 2e UX researcher, et la majorité des autres profils étaient des UI, plus notre manager. Et donc nous, on avait vraiment cette spécificité de ne faire que l'UX research. Alors quand je dis UX research, c'est dans le process de conception UX, on s'occupait de la partie exploration, idéation, le test, et on n'avait presque pas le droit, je vais dire, de venir toucher à la partie maquettage, de toucher aux outils de type XD, etc. Même si de fil en aiguille, on aimait bien venir faire des petits trucs sur ces logiciels-là, c'était vachement sympa. Mais voilà, on s'occupait principalement de cette partie-là dans le process de design. D'accord, très bien. Aujourd'hui, on est réunis tous les trois pour parler de la conception par l'usage et grâce aux KPI UX. Mais avant de commencer, est-ce que tout d'abord, l'un de vous pourrait nous expliquer ce que sont les KPI et qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi les avoir utilisés, s'il vous plaît? Alors la dernière question en premier, pourquoi? C'est une demande qui est un peu extrinsèque à nous-mêmes. Ce que c'est que c'est des indicateurs en fait, c'est des indicateurs, simplement des indicateurs, c'est des choses qui montrent, c'est des choses qu'on peut calculer, c'est des choses qui vont nous servir à estimer. Ça peut être des performances, ça peut être, dans notre cas, c'est de l'UX, alors de l'expérience utilisateur. Alors on parlera un petit peu plus tard de comment ça se mesure entre guillemets, hein. Faut le dire vite quand même. Mais oui, alors pour le coup, en fait, on nous a demandé globalement de monitorer, de trouver un outil pour monitorer et évaluer un petit peu ce qu'on produisait dans l'équipe UX. Donc toutes les conceptions qu'on faisait, mais peut-être potentiellement aussi notre recherche, etc. Et on s'est tourné vers des indicateurs faciles à comprendre, enfin qu'on estime faciles à comprendre, qui pourraient aider les chefs de projet, les décideurs à statuer sur est-ce que on a amélioré l'expérience utilisateur ou pas d'un produit, d'un système, etc. Très simplement. D'accord. Donc, tout à l'heure, Clément disait que en fait, l'équipe design était en construction. Donc, ils sont passés d'une refonte totale à mesurer immédiatement l'UX, c'est ça? Ouais, alors pas tout à fait, tout à fait. Euh, ils ont quand même compris, en tout cas les décideurs qui chapeautaient la Digiforce avaient quand même bien compris le rôle de l'UX, et ils avaient bien compris aussi qu'on était capable de leur donner beaucoup d'informations, mais surtout de l'information qualitative. Donc en soi, on peut dire que c'est presque, ça peut faire partie de ce qu'on appelle des indicateurs de performance, donc des KPI. Néanmoins, c'est rarement comme ça qu'on présente des KPI. En général, un KPI, c'est chiffré, c'est mesurable, comme dit Maxime, c'est évaluable, c'est quelque chose, on a un point A, un point B, et on peut faire la différence entre les deux, alors que nous, on amenait quand même beaucoup d'informations qualitatives, et faire la mesure entre un verbatim A, un verbatim B, sachant que c'est en général deux choses très subjectives, parce que ça peut venir de personnes différentes, c'est difficilement mesurable. Donc ils nous ont pas tout de suite dit on veut des KPI chiffrés. Je tease un petit peu, c'est plutôt quelque chose qui est arrivé courant 2022 de dire on veut du chiffre dans votre équipe. Mais au début, en fait, ils ont plutôt fait le constat qu'on amenait donc beaucoup de qualitatifs, donc des observables, des choses qu'on avait recueillies dans des tests utilisateurs, des verbatim, etc. Et ils nous ont dit bon il y a quand même à peu près toutes les équipes projets de notre Digiforce qui nous ramènent des chiffres sur lesquels on peut les évaluer. Vous, hormis le nombre de maquettes ou etc. Que vous livrez, on peut difficilement dire quelle est la performance entre guillemets de ce que vous livrez. Et en soi, un nombre de maquettes livrées ou un nombre d'écrans livrés ne veut en rien
ne permet en rien de jauger la qualité d'une équipe UX. Donc, non, au début, en fait, ils nous ont lancé l'idée de dire bon, ça serait bien que vous nous ameniez des choses un petit peu plus mesurables, un peu plus compréhensibles, on va dire, chez les décideurs pour prendre des décisions et nous aider à avancer. Néanmoins, on a bien compris que c'était pas chose facile, quoi. On peut dire ça comme ça. D'accord. Et je crois savoir que en fait les KPI, ça n'existe pas qu'en UX ou que dans le design, ça existe aussi dans d'autres métiers. Ouais, bien sûr. Bien sûr, je pense même qu'on n'est pas les premiers du tout à avoir fait. C'est plutôt un truc qui est lié au commerce en général, mais chaque discipline, chaque métier en fait a ses propres KPI. C'est des indicateurs de performance. Quand on parle KPI, on parle en général e-commerce ou performance de vente, etc. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je les connais. Mais on peut en parler en dev, par exemple, tu vois, avec quel est le temps de réponse d'une API quand on l'interroge, le nombre d'incidents par jour, par semaine, le temps de résolution de ça pour le métier de dev, c'est des KPI. En marketing, ça va être le chiffre d'affaires, le taux de rebond, le taux de clic, etc. Donc vraiment, je pense que dans tous les métiers, il y a des KPI. Je pense que pour ton podcast, Laurent, tu as des indicateurs de performance qui peut être le nombre d'écoutants jusqu'au bout ou pas, etc. Tu vois. Ouais, tout à fait, absolument. Mais et il me semble que d'ailleurs pour mesurer l'UX, il existe le NPS, non, c'est ça? Alors, oui, enfin, disons que l'UX, vu que c'est relativement nouveau, qu'on fait encore de l'évangélisation dessus, etc., ce qui démontre bien que c'est quand même pas super connu. Les gens, quand ils essayent de parler du UX, de mesurer de l'UX, sachant que c'est notamment en plus quelque chose de très qualitatif, très éphémère, c'est l'expérience vécue, quoi. Donc, pour mesurer ça, bon, il faut un petit peu s'accrocher. Alors, les gens, disons que chaque plateforme, chaque boîte a un petit peu ses habitudes d'utilisation de tel ou tel chiffre à regarder, qu'est-ce que je vais regarder pour savoir quelle est l'expérience vécue sur mon site, etc. Et il y en a qui font ça avec, par exemple, le NPS, qui est en fait une échelle. Alors, de mémoire, c'est de 0 à 100, et on demande à une personne qui vient de passer un parcours sur un site, qui vient d'acheter un produit sur un site, etc., on lui demande à quel point vous recommanderiez ce site à un ami. Donc, alors je reprécise, le NPS, c'est le Net Promoter Score. Voilà, exactement. Tout à fait. Et donc ce score-là, on estime qu'il répond à une question plus globale que juste est-ce que les gens vont effectivement en parler à leur ami. On estime qu'en fait, quand ils répondent à ça, ça nous donne une vision, une idée de ce qu'ils pensent en fait du site. Ça peut être une façon un petit peu de se dire qu'on va toucher l'expérience qu'ils ont eue du site et que cette expérience-là, c'est sur ça qu'ils vont se baser pour répondre à cette échelle-là. Mais il se trouve qu'en fait, il y a notamment des scientifiques qui ont travaillé un petit peu sur le sujet et qui ont sorti des échelles. Donc des échelles, pour rappel, c'est des questionnaires en fait, tout simplement quoi. Donc des questionnaires avec des questions, ça peut être des questions pour lesquelles on répond oui, non, de 1 à 7, tout à fait d'accord, pas du tout d'accord, etc. Et donc les scientifiques ont bossé sur des échelles qui théoriquement devraient servir à mesurer l'UX, quoi, donc l'expérience utilisateur. Le NPS, elle n'a pas été créé pour ça. Donc on estime que c'est pas le meilleur choix, on va dire. D'accord, ok. Et Ouais, alors j'en profite et j'essaie de contextualiser avec notre situation à l'époque chez Noroto. En fait, on disait juste avant qu'on nous disait que ce serait bien d'essayer de quantifier, de mesurer vos livrables, etc. Et on avait donc nous on bossait chez Noroto International et on bossait aussi avec l'équipe CX, donc Customer Experience, un petit peu plus large que l'équipe UX qui s'occupait vraiment des parcours clients de A à Z, donc du premier clic sur Google jusqu'à la livraison de la voiture avec la remise des clés sur le parking. Et cette équipe, en fait, elle était clairement drivée par le NPS. Son indicateur, elle, de performance en tant qu'équipe CX, c'était le NPS. Et en fait, on l'a vu arriver avec ses gros sabots, le NPS, en mode tiens, on va aller voir l'équipe UX et on va leur demander
d'avoir des performances par rapport à ce NPS, donc d'avoir un score de 0 à 10 ou de 0 à 100. Euh, Concrètement, hein, quand on a un score de 0 à 6 ou de 0 à 60, c'est relativement mauvais. De 60 à 80, on va dire que c'est correct. Et à partir de 80 à 100, c'est censé être des scores excellents. Et on peut même avoir des scores négatifs de 0 à moins 100 en fonction du calcul, ça on pourra y revenir après. Et ça, c'est vraiment un score détestable, quoi. Donc, en préparant cet épisode avec vous deux, début juillet 2022, j'avais écrit un post sur LinkedIn et nous avions eu une question de Guillaume Grenier qui posait la question pourquoi vous n'appréciez pas le NPS. Donc, est-ce que vous pouvez lui répondre, s'il vous plaît? Ouais, volontiers. Et d'ailleurs, alors Guillaume avait fait la première remarque, mais ça avait fait largement réagir la question du NPS sur ce post LinkedIn justement. En fait, on le voyait arriver comme indicateur de performance pour l'équipe UX, et pour nous, UX Researcher, en fait, ça ne faisait pas sens de proposer une évaluation des livrables qu'on donnait, l'équipe UX, par le NPS. En fait, ça nous dit pas s'il y a un problème d'utilisabilité, s'il y a une satisfaction utilisateur, etc. Et il y a beaucoup de raisons en fait qui font qu'on n'aime pas trop le NPS, en tout cas pris indépendamment. C'est que, par exemple, c'est une probabilité. La question du NPS, c'est de dire est-ce que vous recommanderiez cet outil ou ce service ou ce produit à un proche, et c'est vraiment une probabilité et il n'y a pas du tout de vérification derrière si effectivement ça a été recommandé à un proche ou pas. Pareil, il n'y a pas forcément le contexte qui est pris en compte quand on évalue le NPS, quand on demande aux gens de se positionner sur cette échelle. Ça peut être un matin, on est complètement mal luné. Le même service qu'on aurait eu le lendemain matin serait très bien passé, mais ce jour-là, ça passe pas. On n'a pas envie de parler au vendeur ou on trouve que la terre entière nous en veut alors qu'il n'y a aucune raison. On ne sait pas quand est-ce que ça a été fait, etc. Après, il y a d'autres choses aussi. Il y a un truc intéressant, c'est que dans la question, on demande est-ce qu'on recommanderait ça à un proche. Euh, Si je prends un exemple qui est Spotify, par exemple l'application Spotify. Si tu me demandes si je le recommande à mes amis ou à ma compagne, par exemple, je te dis mais alors avec grand plaisir parce que Spotify ça t'ouvre la porte à plein de trucs, etc. Des podcasts, des musiques que tu trouves pas ailleurs, etc. Par contre, si tu me dis est-ce que tu recommandes Spotify à tes parents? Bah non. Non, parce que franchement, cette application, je trouve elle mérite encore d'être améliorée et qu'avec leur portable, leur smartphone, ils galèrent déjà suffisamment comme ça et qu'ils vont faire n'importe quoi ou alors ils vont pas réussir à s'en servir. Donc tu vois, un proche, enfin, on y viendra avec les questionnaires après, mais une question, ça doit être exclusif. Et là, est-ce que vous recommanderiez à un proche? Oui, bah qui, quand, quoi, pourquoi, comment, dans quel contexte, etc. Donc pour moi, le NPS, ça a vraiment cette notion complètement floue en fait. Ouais, alors sur le mode de calcul, c'est sur les souvenirs, hein, mais le NPS il s'évalue de 0 à 10 ou de 0 à 100. Et en fait, de 0 à 6, on considère que c'est une note négative. Enfin, que c'est vraiment une mauvaise note. Alors, à la question, est-ce que vous recommanderiez à un proche? Si on met de 0 à 6, c'est négatif. Si on met de 7 à 8, c'est une note moyenne, donc qui équivaut à 0 sur 100 ou 0 sur 10. Alors que de 0 à 6, c'est un moins 100, il me semble, un truc dans le genre. Et par contre, tu ne comptes une note positive que si tu mets une note de 9 à 10. Et ça, moi, je trouve ça dingue dans la mesure où ton gamin il vient de l'école avec un 7 ou un 8. Bon, c'est bien. C'est pas excellent, mais c'est bien. Et pour autant, avec le NPS, ça va te mettre un 0. C'est une note qui ne sera même pas prise en compte, en fait. Donc, ce que je trouve complètement dingue. Et il y avait autre chose aussi, c'est le NPS, il y a beaucoup de gens qui sont objectivés dessus. On le sait pas forcément, mais le NPS dans les magasins en général ou dans les endroits où il y a des services, par exemple les toilettes dans les gares ou les aéroports, on voit parfois des petits pupitres avec des smileys de rouge à vert, on est content, pas content. Et ça, c'est une façon de calculer le NPS en fait.
ou alors un équivalent. Et il y a des gens qui sont objectivés là-dessus, donc c'est-à-dire qu'ils reçoivent une prime en fonction de ce que des gens qui ont utilisé ce service ou qui sont passés par là vont répondre à ça. Et moi, je trouve ça carrément dingue en fait, parce que bah, par exemple, je travaille le mardi et le mercredi, c'est pas moi qui est tenu ce service-là. Et ben, on va juger mon travail alors à un moment où je ne travaillais même pas. Enfin, socialement, juste socialement, moi, ça me rend ça m'écœure un petit peu, on va dire ça comme ça. D'accord, ok, très bien. Bon, bah, merci pour la parenthèse sur le NPS. On va revenir au KPI. Et si je comprends bien, en fait, pour en parler, il existe donc des KPI qui sont spécifiques à l'UX, hein, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. Bah, comme tout à l'heure, en fait, je te citais des exemples pour les métiers du dev ou du marketing. On a la même chose pour l'UX. Donc, en général, on a des indicateurs qui sont à la fois qualitatifs, qui peuvent être quantitatifs. Donc, qualitatifs qui sont, bah, comme on disait tout à l'heure, des verbatim, qui sont des observables, des résultats qui sont pas forcément chiffrés, ou on peut pas faire trop de stats dessus ou comparer à d'autres, et quantitatifs qui sont plutôt qui sortent de méthodes type des questionnaires ou des temps de réaction, des nombres de clics sur des tests utilisateurs ou ce genre de choses par exemple. Donc ouais, on a des indicateurs qui sont propres à l'UX. Et alors je rebondis aussi sur le post LinkedIn que tu avais fait début juillet. Il y avait eu des questions dessus. Il y a des indicateurs qui sont à un niveau opérationnel, donc qui peuvent nous dire par exemple si en termes d'utilisabilité, de satisfaction utilisateur, d'acceptabilité, on est bon sur le livrable. Mais on a aussi des indicateurs à un niveau plus tactique, c'est-à-dire un niveau de management qui nous permettent d'avoir une vision un petit peu plus large, de prendre du recul sur les choses, d'avoir une vision un peu plus large et de mener un projet ou de mener une équipe vers une direction en fait. D'accord. Et on a aussi des indicateurs à un niveau plutôt tactique, c'est-à-dire qui te permettent de prendre du recul sur un projet, d'avoir une vision un petit peu plus globale, enfin sur un projet ou sur une équipe, et d'aller vers une direction un petit peu plus large, vers une stratégie de déploiement et de conception, mais qui vaut pour toute une équipe. C'est un peu comme l'exemple que nous a donné Emmanuel Mariveri dans LinkedIn, où elle nous avait proposé un tableau avec ses indicateurs, ses KPI à elle, où justement ça lui permettait de driver son équipe, de voir comment son équipe était implantée dans les projets, le niveau de déploiement, d'automatisation des différentes tâches, le niveau de satisfaction des équipes projets par rapport au livrable, etc. En tout cas, c'est ce que j'ai compris de son tableau. Donc on a vraiment des KPI à un niveau opérationnel où nous, UX Research, on peut dire à la fin, ok, voilà la performance du livrable, du parcours utilisateur, etc. Et des KPI à un niveau plus tactique qui permettent d'avoir une vision globale d'un projet ou d'une équipe. D'accord, très bien. Maxime, est-ce qu'il existe beaucoup de KPI UX, s'il te plaît? En fait, je trouverais ça difficile de parler exclusivement de KPI UX dans le sens où KPI, c'est pas qu'on peut mettre ce qu'on veut derrière, mais en fonction de ce qu'on veut mesurer, on va pouvoir mettre des choses très très différentes. Par exemple, juste pour reprendre sur l'exemple que donnait Clément, au niveau stratégique et au niveau opérationnel. Au niveau opérationnel, on va avoir par exemple les questionnaires. Et là, ouais, pour le coup, il y en a quand même pas mal qui existent. Après, ils ont tous un degré de maturité, on va dire, différent. Il y en a certains qui sont validés en français, d'autres en anglais, d'autres en allemand, d'autres... bon, ça c'est un petit peu la tambouille, on va dire, des scientifiques, mais globalement, on tend vers quand même plusieurs questionnaires différents, avec certains ont leur spécificité. Par exemple, le SUS, il est plutôt pour mesurer l'utilisabilité. L'attractif, dont on parlera peut-être un petit peu plus tout à l'heure, on va dire, c'est une forme d'expérience qui met beaucoup le poids sur une dimension de l'expérience qui est la qualité hédonique. Il y a d'autres questionnaires qui mettent moins le poids sur cette qualité hédonique-là, mais qui en mettent plus sur le contexte, par exemple, d'utilisation d'un service, d'une techno, etc. Donc en fait, des outils, il y en a, ça c'est sûr. Et au niveau stratégique, un KPI, ça pourrait être des choses qui n'ont rien à voir avec les questionnaires. Ça pourrait être, par exemple, dans mon équipe, globalement, les gens qui connaissent combien de méthodes UX. Bon, mais combien, c'est un chiffre. Bon, mais ça, c'est un indicateur. Si aujourd'hui, ils connaissent 3 méthodos, les entretiens, les tests,
Bon, et peut-être qu'après-demain, ils connaîtront, je sais pas, des méthodos, des focus group, je sais pas, des tests des 5 secondes, des tests en plus. Bon, mais là, je suis passé à 4. Bon, j'ai un KPI là qui augmente là. Donc un KPI, techniquement, ça peut être plein de choses derrière. Donc il y en a plein, oui. D'accord. Est-ce que tu veux compléter, Clément? Ouais, ben donc effectivement, il y a une distinction entre l'opérationnel et le tactique, et on pourrait même aller encore au-dessus, hein, où on a un niveau stratégique, où on pourrait avoir une vision encore plus large chez les décideurs. Mais tu nous demandes s'il existe beaucoup de types de KPI UX. Donc, comme dit Max, on peut pas tout qualifier de KPI, d'indicateur. Enfin, on peut parler d'insight, etc. Enfin, oui, on peut, si on appelle tout KPI, on peut dire qu'il y a beaucoup de KPI et on a en fait, ça dépend du type de méthodologie qu'on veut utiliser, enfin, de type de méthode plutôt. Et on peut avoir des KPI qui sont plutôt qualitatifs, donc, comme on l'a déjà dit, qui sont basés sur des verbatims, des observations, sur des comportements verbaux ou non verbaux, qui nous permettent d'identifier des intentions, des besoins, des envies, des attitudes, des sentiments, etc., de la joie, de la frustration, et qui sont beaucoup liés du coup à des méthodes qu'on va qualifier de qualitatives encore, qui sont les interviews, les observations, les questionnaires, en partie les tests utilisateurs, les ateliers type focus group, etc. Et à côté de ça, on a beaucoup indicateurs quantitatifs, et là, comme le dit Max, c'est axé sur les questionnaires. Un indicateur quantitatif, c'est plutôt un indicateur chiffré, donc ça va être des scores, ça va être des temps de réaction ou des temps d'utilisation, ou ça peut être des longueurs, enfin tout ce qui est chiffré en gros. Et tout ce qui nous permet en gros de faire des statistiques derrière, de faire des comparaisons, des photographies à un instant T ou du suivi à long terme pour une même plateforme, etc. Donc on est vraiment sur de l'évaluation qui est un petit peu plus objective, même si parfois on a des scores qui viennent de subjectifs comme avec la TrackDiff, et entre guillemets qui sont un peu plus scientificisables. C'est pas évident à dire. Et plus facilement présentable en fait, parce que il faut pas l'oublier aussi, ça, l'UX, donc c'est une discipline relativement jeune qui a tendance à s'implanter de plus en plus dans les boîtes, mais néanmoins présenter de l'UX, c'est pas facile. Faire une restitution en UX, c'est pas simple du tout. Et quand on parle de verbatim, par exemple, si on a fait un test utilisateur avec 80 utilisateurs, je peux vous assurer qu'il vaut mieux présenter des chiffres et des ratios et des pourcentages que de faire 80 verbatim par problématique qu'on va tester, par exemple. Donc ça peut nous aider aussi à faciliter la communication des résultats, et donc à faciliter la démocratisation de l'UX au sein d'une entreprise, par exemple. Donc il faut vraiment s'attarder sur les deux types de résultats, de KPI, on pourrait dire, mais de résultats, quoi, D'accord. qualitatifs et quantitatifs. D'accord. Donc, par exemple, chez Noroto, on vous demandait concrètement de chiffrer l'UX pour qu'on puisse, par exemple, évaluer les livrables de votre équipe, par exemple, c'est ça? Ouais, moi c'est complètement ça, hein. C'est complètement ça. En fait, c'est juste avant le premier confinement où on a commencé à nous dire bon bah c'est bien, l'équipe UX elle a été créée il y a 8-9 mois. Est-ce que vous pouvez commencer à réfléchir à comment on pourrait essayer d'améliorer et puis industrialiser notre façon de tester tous les parcours qu'on va rendre, qui a été conçu par les différentes équipes projet, parce que pour l'instant on faisait, enfin jusque-là en fait c'était un peu, comment dire, avec les moyens du bord, on va dire. Mais on prenait nos marques en fait, tu vois. Max et moi, on venait du monde de la recherche. Je crois que à cette époque-là, on était les deux seuls UX research dans l'équipe. On prenait aussi nos marques avec le e-commerce, le monde de l'automobile, le retail, tout ça. Et on n'avait pas on n'avait pas forcément les moyens ou les ressources qu'on aurait voulu pour faire des tests ultra propres, ultra carrés, et que ce soit bien aligné comme il faut et comme on imaginait dans nos esprits. Euh,
Donc juste avant le confinement, on commence à nous demander à réfléchir comment on peut essayer de monter en maturité et d'industrialiser les tests de nos livrables. Et nous, dans notre esprit, on entend comment on peut essayer d'être plus carré, de scientifiser les choses, d'essayer peut-être de nous faciliter le boulot aussi et de pas remettre une nouvelle méthode ou une nouvelle façon de faire à chaque fois qu'on nous demande de faire un test, quoi. D'accord. Et tu parlais à l'instant de ressources. Ça veut dire que vous aviez du temps pour certaines ressources ou vous aviez peut-être pas les ressources nécessaires? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, pas spécialement. Donc en fait, effectivement, on nous a demandé de commencer à réfléchir à ça, à réfléchir à comment essayer de rendre nos méthodes plus propres et à essayer de chiffrer entre guillemets l'UX, ce qui est très bizarre à dire, mais on nous a demandé de mettre du chiffre en fait. Et c'est là qu'on a commencé à se dire, bah tiens, on peut commencer à réfléchir à un truc qui ressemblerait à des KPI UX, un peu comme les autres équipes projet, parce qu'on entend des KPI par-ci, KPI par-là, etc. Donc sans dire, on va faire des KPI UX. Et donc en fait, on a lancé un peu cette démarche de création de chiffres en UX, comme un peu un projet fil rouge, un peu comme un défi aussi. On nous l'a demandé sans que ce soit vraiment un gros objectif et on s'est dit bon bah tiens ça peut nous occuper et puis ça serait quand même sacrément bien de rendre un peu plus propre tout ce qu'on fait en termes de tests. Mais non, on n'a pas eu de ressources allouées pour faire ce projet-là. C'était vraiment un projet fil rouge qu'on a lancé un peu de notre côté. On en a parlé à notre manager qui nous a dit oui, bon bah faites-le, mais n'y passez pas trop de temps. Et ça, il nous l'a répété un paquet de fois, je pense. En fait, au début, il comprenait pas trop vers quoi ça pouvait mener, et au fil du temps, en fait, il a compris, il a vu l'intérêt de la chose, et il nous laissait un peu de temps, mais tout en nous rappelant que c'était pas budget extensible. Enfin, même, on n'avait aucun budget alloué à ça, on n'avait pas de ressources de temps, on n'avait pas d'outils, on n'avait pas de quelconque ressources en fait allouées à ça. Mais ce qui était génial, en fait, c'est que derrière, on avait le NPS qui arrivait avec ses gros sabots, on n'en voulait pas, on y a vu vraiment l'occasion de s'amuser. Avec Max, le contact passait ultra bien. On s'appréciait à la fois au boulot et en dehors, et puis on a vu l'occasion en fait d'occuper les petits laps de temps entre les projets où on avait un petit peu de disponibilité. Et ça nous chatouillait le cerveau, en fait, cet objectif de chiffrer l'UX. Et c'est comme ça que c'est né, en fait. Et puis on avait déjà travaillé un petit peu sur la notion d'acceptabilité sur un outil pour l'Espagne, justement. Et on s'est dit, bah, tiens, ça a bien fonctionné. Et, tiens, on va bosser sur ce sujet-là. Donc non, pour répondre à ta question, Laurent, j'étais un petit peu long. On n'avait absolument aucune ressource dédiée pour lancer ce projet attractif. D'accord. Et Si je peux rajouter juste quelque oui, chose. bien sûr, je te laisse. Vas-y, Maxime. Sur le fait qu'on n'ait pas de ressources dédiées, en fait, je suis 100% d'accord. Et il faut bien les différencier des ressources non dédiées, mais en fait qui étaient celles qu'on avait nous. Et en fait, c'est ça aussi. En fait, à un moment donné, notre manager, il nous dit, bon, il nous faut des KPI UX. Bon, mais voilà, deux anciens profils de recherche. On a nos compétences propres chacun, hyper complémentaires. En plus, là, pour le coup, sur ce projet-là, moi, c'était un peu plus la partie stat. Clément, c'était plutôt la partie évangélisation autour de la discussion avec les chefs de projet, ce qu'il fallait récupérer, etc., etc. Et en fait, on a eu ces ressources-là. En fait, nos ressources, globalement, c'est notre formation, un petit peu notre formation, nos compétences. Et on s'est vraiment, sans ça, c'était pas possible, quoi. Donc moi honnêtement tout seul je pense que je sais pas ce que j'aurais fait. Et pareil. Pour Clément je sais pas ce qu'il aurait fait non plus. Voilà. Mais c'était quand même nécessaire. Et c'est pour ça qu'on présente aussi en partie ce sujet à deux, c'est parce que c'est quelque chose qui est vraiment né de notre collaboration et du fait que nos compétences se complètent un petit peu aussi, quoi. D'accord, oui, c'est important de le rappeler. Effectivement, je pense que, comme tu le dis, si d'après ce que je comprends hein, et d'après nos précédents échanges, effectivement, l'un sans l'autre, vous auriez certainement rien fait, quoi. Est-ce que, Maxime, d'ailleurs, pour te relancer, est-ce que tu pourrais expliquer un peu à nos auditeurs comment vous avez fait pour lancer le projet, de quoi vous aviez besoin, de quoi vous êtes parti et vers quoi vous êtes arrivé, même au niveau organisation, etc., s'il te plaît. Design Plus. Ouais, c'est une vaste question, mais enfin la réponse est assez vaste quand même.
Euh, Globalement, ça fait la bonne transition avec ce qu'on discutait juste avant, c'est-à-dire qu'en fait, on a déjà nos ressources propres. Sachant qu'on n'a pas de ressources dédiées, on va aller piocher dans nos ressources propres, qui sont notre passif de chercheurs scientifiques plus ou moins. Et en fait, on va bosser avec un questionnaire, parce que là, l'idée, c'est de faire quelque chose d'industriel, donc il va falloir faire globalement un questionnaire. Tant qu'à faire, utiliser un questionnaire, donc aller chercher un questionnaire en fait qui existe déjà dans les littératures scientifiques. Si on le connaît déjà au préalable, c'est encore mieux, on gagne un petit peu de temps, à plusieurs niveaux. Déjà, on n'a pas spécialement à le rechercher. Il y a des chances qu'on ait déjà bossé avec, donc on sait comment le faire passer, on sait comment l'écrire, on sait sur quels outils on peut l'écrire ou ne pas l'écrire, parce qu'il y a des formats de réponse qui sont pas faisables sur Google Forms, sur d'autres plateformes, etc. Donc il faut savoir un petit peu ça aussi. On sait aussi l'interpréter, ça c'est quand même la partie la plus importante, c'est une fois qu'on a des chiffres, qu'est-ce qu'on en fait. Et ouais, en fait, donc il a fallu mettre ça en place, aller rechercher dans nos travaux passés à Clément et moi, les questionnaires, lesquels marchent, lesquels on connaît en UX, qui sont basés sur quel modèle, etc. Et donc ça, on va dire, c'est pas tout à fait la première étape non plus. Comme l'a dit Clément, il y a eu en amont de ça une petite étude sur l'acceptabilité des technologies, juste pour savoir est-ce que les techniciens ils sont OK avec l'usage des technologies dans leur travail. Et ça, c'était un premier pas sur OK, on voit que c'est faisable de lancer une étude grande échelle, où il y avait eu quelque chose comme 150 à 300 répondants en fonction des pays. On voit que c'est faisable de lancer une étude à grande échelle, donc ça nous a conforté sur le fait, OK, on part sur un questionnaire. Donc on avait déjà cette matière-là. Une fois qu'on part sur le questionnaire, on a quand même des contraintes, c'est-à-dire que le questionnaire qu'on a choisi, dans notre cas, c'était l'attract-diff. L'attract-diff, alors le diff, je sais plus, mais attract pour la partie attractivité, donc c'est globalement un questionnaire UX qui est censé évaluer l'attractivité d'un outil, d'un système, d'une application, d'un site web, etc. Alors ce questionnaire, dans sa version originale, il fait de mémoire 34 items. 34 items, ça veut dire 34 questions. Nous, sachant les ressources qu'on a, sachant les ressources que aussi les gens qui vont être amenés à remplir le questionnaire vont avoir, c'est quelque chose qu'on a dû retravailler. Donc ça, c'est c'est un travail qu'on a fait avec Clément, de retravailler en fait ce questionnaire de base attractif qui est bien validé, tout propre en français, pour en arriver à une version en fait qui collait à nos besoins à nous, dans notre contexte à nous, dans notre boulot à nous, dans cette entreprise-là. Enfin, c'est très spécifique. Là, ça a été quand même un petit peu de temps pour manipuler ce questionnaire et le transformer jusqu'à la version dans laquelle il est aujourd'hui, quoi. D'accord. Quand tu dis un peu de temps, c'est quoi en termes de, je sais pas, d'heures, de jours ou pour arriver à l'objectif? Ça c'est, je dirais qu'il y a. Après, je laisserai répondre Clément, mais pour moi, pour ma part, il y a une partie statistique qui est relativement complexe. Si on en a jamais fait, bon, là c'est énorme. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut démarrer de zéro, c'est énorme. Donc le mieux c'est de se faire accompagner, de se faire aider, en fait, tout simplement. Parce que démarrer ça, c'est en réalité la manière d'évaluer un ressenti. Bon là c'est l'expérience utilisateur, mais un ressenti psychologique, des émotions, etc. C'est un métier. Ça s'appelle la psychométrie. Bon, voilà, on peut pas s'improviser psychométricien, donc on peut pas s'improviser. Donc ça prend beaucoup de temps la partie stat. Heureusement, c'est quelque chose pour lesquels on est relativement formé, Clément et moi. Donc globalement, là on a redéroulé une méthode qu'on avait plus ou moins. Bon, il a fallu se dérouiller un petit peu, mais au-delà de ça, ça allait. C'était relativement faisable. Surtout qu'il y a des logiciels qui nous aident pas mal à faire les choses. Dans notre cas, on utilisait le logiciel RStudio, qui est basé sur un langage de programmation qui s'appelle R, dans lequel il y a plein de packages qui nous permettent déjà de calculer ce qu'on veut calculer. Des indices de confiance, peu importe. Par contre, il y a toute une partie où ce questionnaire-là, pour l'améliorer, il faut le faire passer. Il faut le travailler déjà entre nous en équipe, donc il faut qu'on ait tous le temps de bosser dessus, le temps de faire les rapports entre guillemets au manager, qu'on s'accorde dessus. Après, il faut qu'on le fasse, qu'on l'envoie aux gens. Faut qu'on les relance 3 fois pour Oui. qu'ils répondent. Faut qu'on bon. Et en fait, au bout d'un moment, en fait, ça fait 2 mois et voilà, on a une première mouture. Mais c'est du temps, quoi. C'est du temps. Donc, est-ce que vous pourriez nous resituer un petit peu la temporalité un peu sur ce projet
et nous expliquer un petit peu comment vous avez fait pour lancer le projet, en fait, de quoi vous êtes parti. Ouais, ouais, avec plaisir. Donc concrètement, ce projet, il a été lancé il y a 2 ans. Il a été lancé il y a 2 ans, au début enfin juste avant le premier confinement, donc mars 2020, février-mars 2020. Il y a eu toute une partie R&D qui a grosso modo duré 1 an et demi. Et clairement, c'était un projet fil rouge en fait avec Maxime, un projet plaisir. Donc on y attribuait tout le temps que nous on voulait bien y mettre et qu'on avait de disponible. Euh, et donc il fallait qu'on trouve quelqu'un, un chef de projet qui voulait bien qu'on utilise ses projets, etc. Et merci Livia de nous avoir permis de le faire. Pour faire vraiment toute la partie cahier des charges, benchmark, réadaptation de la track diff, et puis test et refaire des versions. Il y a eu 3 versions, voire 4. Donc il y a eu vraiment beaucoup de boulot avant d'industrialiser ce qu'on a fait cet été là à la Digiforce. Mais en fait, on a ouvert la track diff à tous les projets, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc concrètement, comment on a lancé le projet? Ben, on a commencé par un cahier des charges. En fait, la première chose qu'on avait à faire, c'était d'identifier à quels besoins on devait répondre et quel type de résultat on voulait proposer bah, à nos décideurs, en fait. Donc en gros ici on nous demandait de produire, de chiffrer l'UX, de donner des KPI UX, donc des indicateurs qui permettent d'évaluer l'expérience utilisateur et liée à l'utilisation d'un service ou d'un système, d'un parcours que l'équipe UX va produire pour soit les clients, soit les collaborateurs Noroto, qui soient en atelier, magasin, etc. Il fallait justement que ce soit adapté à ces différents publics. Donc un outil qui soit à la fois compris et passable par le grand public, donc les clients de l'entreprise, les clients de Noroto par exemple, mais aussi ses collaborateurs, donc les vendeurs en magasin, les techniciens en atelier, les chefs de centre, les RH, etc. Donc que ce soit multi-public, que ce soit multi-contexte. Alors on l'a testé que en digital, que pour les parcours digitaux qui sont sortis de notre équipe, mais on travaillait aussi sur des parcours plutôt physiques, en magasin par exemple, pour faire du retrait de commandes sur Internet. On voulait que ce soit un outil qui soit, dans la mesure du possible, adapté pour ce type de service non digital. Il fallait qu'on puisse évaluer le système ou le service, le noter. Et l'objectif qu'il y avait derrière aussi, c'était de mettre un tampon UX. Ça, c'était vraiment une volonté de nos décideurs. C'était que quand une maquette ou un parcours sorte de notre équipe, il fallait qu'il y ait quelque chose qui permette de valider la qualité de ce livrable. Et ça faisait partie des objectifs qui nous avaient été fixés en gros pour ce KPI UX. Est-ce que ça part en prod ou pas? Il fallait que ça puisse nous permettre de faire d'évaluer la qualité du produit à un instant T. Donc une fois qu'il est sorti de conception et qu'il a été développé, il fallait qu'on puisse faire une évaluation à ce moment-là. Mais il fallait aussi quelque chose une évaluation qui soit répétée ou répétable pour avoir un suivi de l'évolution de ce livrable dans le temps au fur et à mesure des mises en production. Par exemple, un outil où il y a eu 4 mises en prod sur 6 mois, par exemple, est-ce qu'il y a un impact ou pas, positif ou négatif, ou est-ce que c'est stable après ces mises en prod? Bon, et ça on l'a bien compris, mais il fallait absolument que ce soit chiffré. Donc un indicateur chiffré, un score ou un pourcentage ou quelque chose pour que ce soit très facilement communicable et compréhensible par les décideurs. Il fallait aussi qu'on ait un outil dont la passation soit autonome. C'est-à-dire que on n'avait pas énormément de ressources en UX Research. Alors, au début, il y avait que Maxime, je suis arrivé, il y a eu Chloé. Enfin, on a commencé avec une petite équipe. On a été 3 pendant 2 ans, je pense. Et puis là, au début de l'été, on devait être 6 en UX Research. Et on n'avait pas suffisamment de ressources pour faire passer ce questionnaire à chaque fois. Donc, il fallait que la personne qui le passe soit complètement autonome. Et qu'il n'y ait pas un UX derrière à chaque fois pour expliquer ce qu'il fallait faire ou pas.
Et D'accord, surtout, ça veut dire que, excuse-moi, ça veut dire que ouais. par exemple un chef de projet pouvait le faire passer, quoi, par exemple. Bah, l'idée, c'était que s'il voulait évaluer son système, il puisse prendre notre outil KPIX, le attractif là, l'embarquer sous le coude et nous dire, hey, les gars, j'ai besoin de faire ça, je prends votre outil, ouais, tu nous préviens quand tu as un résultat et nous on te fera l'analyse derrière. Pour la passation, il n'y a aucun problème qu'il embarque notre outil, mais on en parlera après. Pour l'analyse, moi, c'était hors de question qu'il soit autonome là-dessus. Et ça, c'était clairement notre expertise et notre boulot. Et il y avait un dernier besoin, c'était que cet outil soit adapté à alors toutes les BU, c'est tous les pays dans lesquels Noroto était implanté. Donc ça veut dire que notre outil devait être passable en France, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Belgique, en Allemagne, dans les Flandres, en Autriche, en Hongrie, etc. Partout où il y a des Noroto ou équivalents en fait. Voilà. Donc ça alors excuse-moi Laurent, je t'ai coupé. C'est vraiment on s'est dit l'outil, ça c'est le cahier des charges de l'outil, et à côté de ça il y avait ce que Maxime et moi on avait envie de manière un petit peu plus personnelle. Donc tu l'as compris, avec on a des backgrounds scientifiques. On a commencé tous les deux une thèse. Et on a à cœur de rendre des trucs ultra carrés en fait. Donc c'était un peu notre faiblesse, on va dire, dans le monde du e-commerce, du retail où tout doit aller très vite. Il faut vraiment doser l'investissement par rapport à ce que tu cherches derrière. Et on voulait vraiment quelque chose de carré, si possible le plus scientifique possible. On voulait aussi le moins mobiliser de ressources possible dans l'équipe. On voulait pas que ça nous prenne trop de temps parce en soi on n'en avait pas trop alloué à ça. Donc on avait en tête qu'il fallait que la passation, mais aussi l'analyse des résultats, le traitement des résultats bruts soit si possible automatisable. Donc ça limite quand même le champ des possibles. Et on avait une volonté aussi à la fin d'avoir un dashboard personnalisé en fonction du profil qui consulterait les résultats. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on aurait ces scores, euh, on n'avait pas encore idée que ça serait l'attractif à ce moment-là, mais on avait dans notre tête que après un test utilisateur, les chefs de projet ou les UX ou les décideurs auraient accès chacun à une vue de ces résultats personnalisés en fonction de leurs besoins uniques et propres à chacun. Et donc nos chefs de projet, ils auraient accès à tel type de score. Est-ce que ça s'est bien passé on savait pas que c'était l'attractif, donc on savait pas trop à quoi ressemblerait le dashboard, mais on voulait qu'ils aient chacun un tableau de bord en fait pour pouvoir piloter leur projet. Voilà. Maxime, alors donc Clément en parlait un petit peu à l'instant. Alors que vous allez, quelle solution finalement pour quelle solution vous avez opté? Excuse-moi. La solution de la praticité, le fait de faire passer à tout le monde, enfin l'autonomie, enfin avoir mis pas mal de critères dont parlait Clément. Ces critères-là nous ont envoyé directement plutôt vers l'étude des questionnaires. Donc c'est plutôt facile à passer, il y a des scores, c'est plutôt pas mal. Les questionnaires, on en connaissait aussi déjà. On s'était arrêté au tout début sur une petite triplette, donc l'attractif, dont on a parlé tout à l'heure, qui est issu d'un modèle allemand, le MEQ, mais je reviendrai dessus pour dire pourquoi on l'a pas choisi, et le l'UEQ, qui est en fait ce dernier là, l'UEQ, à l'époque, il me semble qu'il n'était pas validé en français. Donc par exemple, ça c'est un des éléments qui a fait que même s'il il paraît intéressant, en fait on l'a pas choisi quoi. On l'a pas choisi. On se sentait pas spécialement à l'aise dessus. Le MEQ, alors il y a un article qui est assez fameux, un article scientifique qui est sorti sur le MEQ qui s'appelait comment, c'est en anglais, hein, mais comment un intranet pourrait être mon ami. En fait, parce qu'il y a le type de question à l'intérieur, c'est à quel point ça pourrait être votre ami, cet objet, cette solution, cette application, cette web app, peu importe. Et en fait, ouais, effectivement, les items qu'il y avait à l'intérieur nous paraissaient, en tout cas, un petit peu incertains. En tout cas, quand on voit ce genre de papier scientifique, on se méfie un petit peu par rapport à notre usage à nous. En tout cas, c'est pas ce qu'on souhaitait faire. Si on était Facebook et qu'on sortait, je sais pas, une nouvelle Apple Watch, j'en sais rien, peut-être que là, ça aurait paru pertinent. Il n'y a pas de bon ou de mauvais questionnaire, hein, globalement, c'est juste par rapport à ce qu'on veut en faire. Et alors, par rapport à ce qu'on veut en faire, du coup, on a choisi de bosser
avec l'attractif. Bon, déjà le premier critère, c'est qu'en fait, on le connaît tous les deux et on connaît le modèle théorique qu'il y a derrière. Donc, ben, sur un projet sur lequel on n'a pas de ressources, évidemment, c'est le plus simple à prendre. Il y a aussi, en fait, dans le côté simple, il y a donc de base c'est un questionnaire 34 items, mais il y a une version courte qui a déjà été validée en français aussi. Donc c'est parti quoi. Si on peut réduire notre questionnaire, le temps de passation pour nos collaborateurs, c'est top. Pour l'explication, c'est pas mal aussi. Et surtout, il s'applique en fait à pas mal de contextes différents parce que en fait, en gros, il prend en compte la dimension pragmatique, utilisable de l'outil, mais aussi une dimension un peu plus expérientielle, un peu moins pragmatique, et qu'on appelle la dimension hédonique. Et en fait, on savait qu'on pourrait jongler avec les items à l'intérieur pour en faire quelque chose qui nous allait bien, quoi, globalement. D'accord. OK. Et donc sur LinkedIn, suite au post, il y a Kevin Fatiguet qui est lead UX chez Interflora et Guillaume Moquet qui est UX Researcher freelance. Vous posez la question, pourquoi ne pas avoir utilisé les questionnaires, on va dire, plus classiques, comme le SUS, le MAKE ou l'UMUX, par exemple, que tu citais à l'instant? Sur les premiers, l'Umux, j'ai vu qu'il y avait eu un Umux Lite, donc effectivement, mais moi je le connaissais pas, je m'étais pas penché dessus. Par contre, sur le MAQ, on en a parlé. Donc c'est le fameux article comment intranet pourrait être mon ami. Bon, enfin là effectivement, c'était pas, on voulait pas demander à nos collaborateurs comment ton outil de travail pourrait être ton ami, quoi. Globalement, c'était ça un petit peu. Ou comment le site internet pourrait être ton ami. Bon, c'était pas ça l'idée, quoi. Globalement, les items nous allaient pas trop. L'autre questionnaire dont tu parlais, tu disais, c'était quoi, Laurent, pardon? Il y avait l'UMUX et le SUS. Ah oui, alors voilà, le dernier point, c'est que le SUS, c'est le System Usability Scale, mais en fait, c'est pas qu'il est mauvais, il est relativement standard même dans les démarches UX. Mais nous, on nous demandait un KPI UX, et il se trouve qu'en fait, le SUS, c'est plutôt de l'utilisabilité, donc on va dire, ça prend pas spécialement en compte cette partie expérientielle, la partie un peu moins pragmatique de l'utilisation d'un outil, d'un site, etc. Donc c'est pas ce qu'on nous demandait tout simplement. C'est pas qu'il est mauvais, hein, c'est juste pas ce qu'on nous demandait, quoi. Ouais, concrètement, le SUS et l'UMUX, c'est des questionnaires d'utilisabilité. Et l'utilisabilité est une des dimensions qui est évaluée quand on mesure l'UX, c'est-à-dire l'expérience utilisateur. On utilise l'acronyme UX pour parler d'un métier, d'une expérience, de plein de choses en fait, mais il faut pas oublier l'UX, l'expérience utilisateur. L'utilisabilité est une des dimensions qui permet d'évaluer l'UX. Et ces questionnaires, le SUS et l'UMUX, c'est uniquement orienté sur l'utilisabilité. Là où le MIQ, le UEQ et l'attractif mesurent l'expérience utilisateur, donc l'UX dans sa globalité. Et le MIQ, exactement comme disait Max, c'est un outil qui est peu adapté au système professionnel. Bon, clairement, c'est très adapté pour des nouvelles technologies ou des nouveaux concepts, mais c'est moins adapté pour l'évaluation d'outils professionnels, d'expérience utilisateur liée à un outil professionnel. D'accord. Donc, on l'a bien compris, vous avez donc choisi le questionnaire attractif. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement ce qu'est un questionnaire et nous présenter rapidement l'attractif? Le sujet sur les questionnaires UX vous intéresse? Eh bien, je vous invite à écouter l'épisode avec Guillaume Grenier qui s'appelait Comment utiliser et exploiter les questionnaires UX. Il vous donnera en détail un grand nombre de questionnaires et vous expliquera leur utilité et comment les utiliser. Ouais, effectivement, l'attractif, tu l'as dit, c'est un questionnaire. Et ouais, c'est utile de préciser, de rappeler ce qu'est un questionnaire avant qu'on se lance dans l'attractif. Donc, concrètement, un questionnaire, c'est un instrument de mesure qui est structuré, qui est répétable sur plusieurs populations, dans plusieurs contextes différents, mais qui est toujours répétable avec exactement les mêmes critères. C'est-à-dire que tu auras toujours les mêmes questions, quelles que soient les personnes et le contexte dans lequel tu vas le faire passer. Ce qui te permet de faire des comparaisons très propres. Donc en général, il est composé d'une consigne.
qui te permet d'introduire ou le contexte, ou de te donner le contexte pourquoi tu passes ce questionnaire, ce que tu vas devoir en faire. Et après, tu as plusieurs items ou plusieurs questions qui elles-mêmes peuvent se présenter sous différentes formes. Donc ça peut être un questionnaire, ça peut être des questions ouvertes, c'est-à-dire des questions auxquelles tu es obligé de construire une phrase pour y répondre, des questions fermées, où tu réponds par oui, non, ou blanc, noir, j'en sais rien. Mais ça peut aussi être des échelles ou des scores sur lesquels tu te positionnes. Et concrètement, l'attractif, c'est un questionnaire avec des échelles de Likert. Donc des échelles de Likert, on peut dire des échelles de Likert en 3 points, en 5 points, en 7 points, ou même avec des scores, avec des nombres pairs en 2, 4, 6 points. Mais on n'en est pas fan, comme le NPS. On veut toujours offrir la possibilité aux personnes, et c'est ce qu'il y a de mieux à faire dans un questionnaire, en tout cas à mon sens, et c'est comme ça qu'on me l'a appris en psychométrie aussi. Il faut toujours laisser la possibilité aux personnes de se positionner au milieu, ce qui n'est pas une non-réponse, ce qui est une forme de réponse, c'est pas du tout une non-réponse. L'attractif, c'est un questionnaire avec des échelles de Likert en 7 points, c'est-à-dire que tu as 2 items, on y reviendra un petit peu après, mais tu as 2 items qui est de chaque côté de cette échelle. Par exemple, la paire beau-lait, donc ça évalue la même chose avec 2 mots opposés, et tu vas devoir te positionner sur l'un des 7 tirets qu'il y a entre ces 2 mots. Donc plus tu te positionnes à gauche, plus c'est beau, plus tu te positionnes à droite, plus c'est laid, et ça nous permet d'avoir des scores là-dessus. Ça, c'est une des formes d'items que peut prendre un questionnaire. Après, les tests, les questionnaires, mais en psychologie, on parle de tests. Tous les tests doivent mesurer ce qu'ils sont censés mesurer. C'est-à-dire que si tu as un questionnaire d'expérience utilisateur, tu dois mesurer l'expérience utilisateur. T'es pas là pour mesurer autre chose, en fait. Donc ça, c'est vachement important. Tous les tests sont censés être indépendants de facteurs situationnels et temporels. C'est-à-dire que si je te fais passer un questionnaire maintenant à la gare du Nord et que je te fais passer un questionnaire dans 3 mois dans ton salon bien au calme, pour la même utilisation d'un même produit, tu es censé reproduire les mêmes résultats en fait. Ça, c'est vachement important. Ça doit être adapté à tous les types de systèmes à évaluer, tout ce qui est digital ou pas. Et la passation est censée être autonome. Donc ça, tu vois, tous ces critères-là, c'est ce qui distingue un questionnaire qu'on peut qualifier de scientifique, de psychométriquement validé, d'un questionnaire maison. Et ça, je sais que beaucoup de gens ont tendance à en faire, mais de dire est-ce que t'aimes bien le bleu, est-ce que mon produit il est cool, etc. Tu vois, il y a déjà 2 biais dans mes questions. Enfin, ça, c'est un questionnaire maison qu'on voit passer, on en voit passer à la louche dans plein de boîtes, tout le temps en fait. Mais c'est scientifiquement pas valide, et tu peux être certain que les résultats de tes questionnaires maison n'ont aucun pouvoir explicatif par rapport à ta situation en fait. Et c'est là toute la différence avec un questionnaire validé psychométriquement, c'est que tu es sûr que ce qu'on va t'expliquer à partir des résultats qu'on a eu de ce questionnaire mesure ce qu'on voulait mesurer et sont censés être explicatifs de la situation. Et je peux peut-être laisser Max préciser tout ce qui concerne la sensibilité, la fidélité et la validité pour les questionnaires. Ouais, du coup, comme disait Clément, il y a pas mal de choses qui font qu'un questionnaire va être bien fait. On a dit tout à l'heure, il n'y a pas de bon ou de mauvais questionnaires. C'est pas tout à fait vrai. Il y en a qui sont clairement mauvais. Mais en fait, il y a des critères qui nous permettent objectivement de dire un questionnaire, ce que ça doit faire, comment ça doit fonctionner, comment ça doit marcher, comment ça doit être construit. Par exemple, un questionnaire, ça a une certaine sensibilité. C'est-à-dire si je prends un décimètre pour calculer l'épaisseur de mon cheveu, ça va pas aller. C'est-à-dire que mon outil de test, qui est l'équivalent du questionnaire, qui est là ma règle, n'est pas sensible suffisamment pour me donner une bonne mesure de mon cheveu, quoi. Donc un questionnaire, ça doit être assez sensible. Donc je peux pas juste demander aux gens est-ce que l'expérience est positive, oui ou non. Bon, voilà. Là, ça peut-être que c'est une réponse, mais en tout cas c'est une réponse qui n'est pas sensible. Donc la sensibilité du questionnaire, c'est assez important. La fidélité, Clément en a déjà un petit peu parlé, c'est à quel point une mesure, on peut lui faire confiance ou pas, dans le sens où elle sera répétable dans le temps, par exemple, notamment. Donc si j'essaye aujourd'hui
YouTube, j'en ai une certaine expérience. Si je l'essaye dans 6 mois, s'ils font pas de grosses mises à jour, il y a peu de chances que mon expérience soit différente. On parle que de l'utilisation de YouTube, on parle pas de ce que j'ai regardé dessus, etc. Mais dans l'utilisation de l'outil, quoi, un bon questionnaire devrait être capable de me fournir globalement le même résultat, quoi. Après, avec l'expérience, c'est toujours un petit peu plus compliqué parce que l'expérience est influencée par plein de facteurs, donc évidemment, la qualité de test-retest d'un questionnaire est un petit peu plus difficile à obtenir dans le cas de l'UX. Et enfin, il faut que le questionnaire il soit valide, en fait. C'est tout simplement qu'il soit censé mesurer ce qu'il mesure. Qu'il mesure, pardon, plutôt, ce qu'il est censé mesurer. Donc, par exemple, si je veux mesurer le poids de mes chansons, en fait, je vais pas prendre mon baladeur MP3 et le poser sur ma balance. Je vais avoir quelque chose c'est bien un poids, c'est pas celui que je veux, quoi. Donc là, l'outil ne sert pas à mesurer ce qu'il est censé mesurer, quoi. Et en fait, les questionnaires tels que fabriqués par les scientifiques, on va dire, ils servent à ça, quoi. Ils répondent à ces critères-là. Et c'est pour ça qu'on les utilise, c'est pour ça qu'on va pas aller utiliser des choses à la main. Il y a aussi toute une partie procédure statistique qui permet bien de vérifier qu'en fait ces critères-là sont bien compris dans le questionnaire, etc. Pour que nous, on n'ait pas à le faire derrière et qu'on sache ce qu'on est en train de faire, quoi. Qu'on puisse interpréter nos résultats derrière. Ouais, Voilà. puis j'imagine aussi que d'utiliser un questionnaire scientifique, derrière, il y a aussi l'analyse scientifique qui est issue de ce questionnaire. Exactement. Exactement. Si je peux prendre juste une analogie pour exemplifier ça, par exemple dans le cas de la TrackDiff, donc la TrackDiff, on l'a dit tout à l'heure, il mesure, on va dire, la qualité pragmatique d'un outil ou d'un système et la qualité hédonique d'un système. Bon, mais ces mots-là, ils sont pas là par hasard, c'est parce que c'est la théorie dont il provient, le questionnaire, c'est une théorie qui dit que l'expérience, elle se construit à la fois sur le côté utilisable, pragmatique, mais aussi sur le côté un peu plus expérientiel, hédonique. Et donc, en fait, effectivement, on a le questionnaire, on a la théorie derrière qui nous permet d'expliquer si je suis dans une situation de travail, c'est plutôt le côté pragmatique qui va m'intéresser que le côté hédonique, etc. Ça nous permet d'interpréter plein de choses, en fait, quoi. Donc, par exemple, si notre questionnaire, quand on le fait passer sur une application, on a un score relativement mauvais sur la qualité hédonique, mais en fait, peut-être que c'est pas ce qu'on cherche non plus, quoi. Peut-être que nous, on veut un outil surpuissant, qu'on sache utiliser à balle, mais qui soit pas forcément le plus beau du monde ou le plus novateur, on va dire, en termes d'expérience, par exemple. D'accord. Est-ce que, Clément, tu peux nous dire donner un peu plus de détails sur la TrackDiff, combien d'items tout à l'heure, tu disais que vous aviez utilisé 28, je crois. Nous donner un peu plus de détails sur la TrackDiff. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, l'attractif, c'est un questionnaire qui permet de mesurer, enfin, d'évaluer l'expérience utilisateur suite à l'utilisation d'un produit ou d'un service, etc. Et justement, comme disait Maxime, pour en évaluer les qualités hédoniques et pragmatiques. Donc, ce questionnaire, il est basé sur le modèle théorique qui a été proposé par Assenzal et son équipe en 2003. Mais nous, on s'est surtout basé sur la version française qui a été traduite et validée par Karine Lallemand en 2014 ou 2015, je ne sais plus. Et je crois que Maxime, t'en faisait partie de cette équipe-là. Pas sur celui-là, mais sur un autre, oui. Du pool, oui. Ouais. Et donc, la TrackDiff, c'est un questionnaire qui se présente sous la forme de 28 items, eux-mêmes répartis en 4 sous-échelles de 7 items chacun. Donc, en première sous-échelle, on a la qualité pragmatique. Concrètement, ça décrit l'utilisabilité d'un produit et ça t'indique à quel point les utilisateurs vont être en mesure d'atteindre leur but quand ils vont utiliser ce produit-là. Ensuite, on a une autre sous-échelle qui est la qualité hédonique liée à la stimulation. Et ça t'indique à quel point, dans quelle mesure le produit il va soutenir le besoin de stimulation de l'utilisateur. Ensuite, la troisième, la troisième sous-échelle qui est la qualité hédonique liée à l'identification. Donc là, ça te dit à quel point le produit permet à l'utilisateur de s'identifier à l'interface qu'il va utiliser. Et enfin, en dernière sous-échelle, tu as l'attractivité globale qui globalement te décrit la valeur globale du produit basée à la fois sur la perception des qualités pragmatiques et hédoniques. Voilà, donc ça, c'est les 4 sous-échelles qui sont utilisées dans la TrackDiff. Et donc ces 28 items là, ils se présentent sous la forme de paires de mots opposés.
Tout à l'heure, je te Oui, prenais c'est ce que tu disais tout à l'heure, oui, tout à fait, exactement, je oui. te disais, je prenais pour exemple la paire de mots beau, laid, où tu peux avoir bon, mauvais, etc. Donc tu en as 28 qui s'enchaînent comme ça. Chaque paire de mots est liée à une des 4 sous-échelles. Et ces paires de mots, elles sont contrebalancées. Et ça, c'est vachement important. C'est-à-dire que parfois, tu vas commencer une paire de mots par le positif et le négatif, donc bon, mauvais. Mais par exemple, en dessous, bah, tu vas faire l'inverse. Tu vas avoir mauvais et à droite bon. Et ça te permet de garder l'attention des utilisateurs, des testeurs en tout cas, par rapport à ce qu'ils sont en train de tester. Et c'est vachement important, et ça, il faut pas. Quand on le faisait passer, en fait, nos chefs de projet nous disaient mais enfin vous êtes chiant, vous avez inversé les mots, on peut pas le remplir à toute blinde. Je fais bah ouais, bah c'est fait exprès pour pas que vous cochiez tout à gauche et que vous preniez le temps de lire ce que vous êtes en train de remplir. Voilà. Et donc pour chaque item, chacun des 28 items, on leur demande de se positionner entre les deux mots sur une échelle de Likert en 7 points. Voilà. Qui n'est pas forcément associé à un score au-dessus. Hein. C'est vraiment, t'as un trait avec 7 petits tirets et t'as pas de score lié au-dessus de 0 à 7. Justement, c'est fait exprès. T'as juste beau, laid, entre deux, une échelle avec 7 tirets. D'accord. OK. Donc, dans la façon que vous vous faites passer donc un système à un utilisateur et après vous lui faites passer l'attractif et ça vous dit c'est OK ou pas en termes d'UX, c'est ça? Ça se déroule comment? Ouais, ouais, c'est comme ça en fait. Tu, tu, tu fais une session de test utilisateur en général où tu as un scénario où tu fais passer, où tu testes ton produit, en fait, ton parcours. Et à la fin, justement, pour avoir une mesure un peu plus objective que ce que toi tu as observé ou recueilli en termes de verbatim, et prendre un peu de recul par rapport à ce que tu as vu, bah, tu fais passer cet attractif. Et en fait, tu peux avoir 3 types d'évaluation. Soit tu as une évaluation qu'on peut qualifier d'unique, donc ça te donne un score, ça te donne une évaluation à un instant T en fait. Donc ça te dit bah voilà le score de ce produit à ce moment-là dans tel contexte. Après tu peux faire des comparaisons avant-après, donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est au fil des mises en production. Et ben tu peux faire passer le même test, donc l'attractif, normalement aux mêmes gens, pour voir s'il y a une évolution du score sur les différentes sous-échelles et voir si tu as amélioré la qualité pragmatique ou la qualité hédonique par exemple, ou voir si justement il y a une alerte et qu'il y a eu une baisse de performance de l'outil. Et après, tu peux aussi t'en servir en faisant des comparaisons produit A ou produit B. Donc, si tu as 2 équipes, par exemple, qui bossaient sur 2 versions d'un même projet ou d'un même produit, et ben dans un test utilisateur, tu fais tester les deux et tu fais un attractif lié au produit A, un attractif lié au produit B. Après, ton plan expérimental, tu fais avec ou pas les mêmes utilisateurs, ça c'est ta popote du X-Research. Mais à la fin, ça te permet de comparer justement ça te permet de comparer les performances des produits sur les différentes sous-échelles. Donc, on a bien compris, vous aviez donc choisi l'attractif et en plus, vous avez décidé de le réadapter malgré tout. Pourquoi? Ouais, effectivement, on a choisi, donc après toute sa phase de cahier des charges et de benchmark, on a choisi l'attractif. On l'a testé dans sa version originelle et donc à 28 items. Et côté client, en fait, ça posait pas trop de problèmes. Donc ouais, on a 2 populations auprès desquelles on testait, les clients d'un côté sur la plateforme e-commerce et les collaborateurs avec tous les outils pour l'atelier, les magasins, etc. Côté client, ça posait pas trop de problèmes parce que on faisait passer l'attractif sur une plateforme de test utilisateur, et ils étaient relativement familiers de ce type de questionnaire justement, donc ça posait pas trop de problèmes, même si on avait pas énormément, mais on avait quand même des retours en disant bon, le questionnaire il est un petit peu long, il y a des items, je comprends pas trop pourquoi on me les pose par rapport au questionnaire. Enfin, vous me vendez des pneus, pourquoi vous me parlez de certains items qui n'avaient rien à faire là. Et par contre, c'est plutôt côté collaborateur en fait où les premiers essais ils ont été un petit peu compliqués parce que, alors déjà, on avait beaucoup de mal à avoir accès à la population collaborateur en magasin ou en atelier parce que c'est des gens qui travaillent, qui font des horaires
alors, j'allais dire poster, je sais pas si c'est le bon mot, mais qui font des 8h, 18h avec un quart d'heure ou une demi-heure de pause. Et c'est du flux tendu en fait, et on pouvait difficilement demander au chef d'atelier, au responsable vente, est-ce que je peux sortir ton technicien pendant 1 heure pour faire un test utilisateur et lui faire des questionnaires, etc. Donc on avait vraiment un gros, c'était compliqué d'avoir accès aux utilisateurs de type collaborateur. Donc si en plus on leur prenait beaucoup de temps, c'était pas terrible. Et quand on déposait une pile de questionnaires, j'en sais rien, si on déposait 40 questionnaires, et ben on en récupérait 3 ou 4 au bout de 2 semaines. Et puis t'en as une partie, c'est à moitié rempli, alors que c'est bien spécifique, il faut remplir tous les items. Et quand on en profitait des tests utilisateurs pour les faire passer en direct, bah, on avait vraiment des items qui avaient du mal à passer en fait auprès des collaborateurs avec la version longue. Et concrètement, tu vois, il y a des items dans l'attractive qui te disent ce système m'exclut ou m'intègre, me rapproche des autres ou me sépare des autres, et de bon goût ou de mauvais goût, audacieux, prudent, tu vois, tout ça, c'est des choses qui faisaient pas forcément sens aux collaborateurs quand on leur faisait passer. Et en soi, bah, une passation d'un interactif classique, c'est entre 5 et 8 minutes, on va dire. Et mine de rien, bah, chaque minute compte quand on fait des tests utilisateurs avec eux, donc c'était mine de rien un peu long. Donc là, la conclusion, c'était de se dire, bon, l'attractif semble être l'outil adapté. Néanmoins, dans sa version actuelle, c'est pas l'outil qu'il nous faut. Donc il faudrait qu'on le retravaille un petit peu. Et c'est justement parce qu'on sait qu'il existe une version courte à 10 items qu'on sait que c'est faisable de raccourcir cet attractif. Mais en tout cas, les 10 items qui étaient présents dans la version courte n'étaient pas non plus adaptés. Donc c'est pour ça qu'on l'a pas utilisé et qu'on s'est dit bon, on va sortir notre trousse de psychométrie là et on va faire un petit peu de boulot pour réadapter ça. En tout cas, c'est le défi qu'on s'est lancé. D'accord. Et du coup, quel retour utilisateur vous avez eu alors? Ouais, ben les retours utilisateurs, je viens de te les dire, mais en gros, on a presque réadapté le cahier des charges qu'on s'était, en tout cas, on l'a complété en se disant bon bah voilà, on a choisi, on a trouvé, et choisi le questionnaire qui nous allait bien. Maintenant, il faut qu'on réadapte sa version pour arriver à quelque chose qui nous va bien. Donc on s'est dit, ça serait bien de diminuer le nombre d'items de moitié pour essayer d'arriver à une quinzaine environ. Il fallait qu'on conserve les qualités statistiques de l'outil. Donc on les a décrites tout à l'heure et on avait vraiment à cœur de ne pas perdre du tout la qualité de l'attractif. On voulait vraiment respecter ça. On voulait conserver le contrebalancement des items, donc pas tout foutre les positifs à gauche ou les négatifs à droite comme ça se fait dans certaines agences ou certaines plateformes de test en fait. Mais nous, ça nous paraît trop important de conserver ça. Ça fait partie de la qualité de l'attractif. Il fallait qu'on conserve l'équilibre entre les différentes sous-échelles. Donc tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait 4 x 7 items sur chaque échelle. Il fallait qu'on conserve cet équilibre pour justement conserver les qualités psychométriques de l'attractif. Et surtout on voulait que la passation ça passe de 8 minutes à 2 à 3 minutes grand maximum en fait. Bah voilà, et à partir de ce cahier des charges là, on a fait un petit peu de R&D. C'est ce qui a duré à peu près un an et demi. Et on a testé plusieurs versions. On a fait une première version à 14 items qui était identique pour les clients et les collaborateurs. Après, on a testé une deuxième version à 15 items, à la fois pour les deux populations. Après, on a testé une troisième version à 16 items. Et au final, on a fini par revenir à la V2 à 15 items pour les collaborateurs, mais à conserver celle à 16 items pour les clients. Et la différence entre les deux, c'est qu'on a retiré la paire de mots amateur-professionnel pour les collaborateurs, parce que pour eux, ça faisait absolument pas sens qu'on leur demande si leur outil de travail faisait amateur ou professionnel. En fait, on avait des retours très négatifs là-dessus. Donc même si c'est quelque chose qui était très important pour nous, cette paire de mots, elle pouvait te bloquer un utilisateur et il pouvait se braquer en fait. Je comprends. Ouais. Je comprends très bien, oui. Voilà. Et bah alors pour ceux qui veulent, on pourra mettre la liste des items qu'on a mis sur LinkedIn si tu veux Laurent, mais je précise vraiment quelque chose, c'est que cette liste d'items elle était adaptée à notre situation, à notre contexte, à nos utilisateurs et aux outils qu'on livrait. Donc ça sert à rien de la reprendre telle quelle. Peut-être que vous pouvez si vous voulez, hein, mais elle était adaptée à nous et elle ne sera pas forcément à toutes les situations en fait. Et à tous les projets. D'accord. Ok.
Ok, très bien. Mm. Donc, vous aboutissez à un attractif en 2 versions selon les populations, et vous les testez de la même manière via un questionnaire plutôt papier ou informatique. Comment ça se déroulait? Donc oui, effectivement, on a abouti à 2 versions, donc une version collab qu'on pouvait avoir, elle, c'est une version mixte, hein, pour le coup, donc une version mixte papier et digital, donc à l'aide de Google Forms ou ce qu'on avait sous le bras. Et il y avait une version client dans les tests qu'on faisait jusqu'à présent. Pour l'instant, c'est du digital. Ouais. D'accord. Et comment vous traitiez les résultats avec les différents supports? Effectivement, vu qu'il y a une partie stat qui est quand même assez importante, la première chose à faire, en fait, c'est de regrouper tout ça quelque part. Donc de récupérer toutes ces données brutes, globalement de les mettre dans un fichier, Excel, ce que vous voulez. Et là, il y a des choses à faire tourner un petit peu. Parce qu'il faut alimenter le dashboard, le tableau de bord pour les chefs de projet. Et nous, on le faisait en parallèle, on testait la qualité de l'outil. L'outil au sens le questionnaire, en fait. Hein. Donc on vérifiait que notre questionnaire, il possédait bien les propriétés psychométriques qu'on pouvait attendre, ce qui n'était pas spécialement demandé, mais ça, c'est un petit peu notre rigueur à nous aussi, quoi. En gros, comme disait Max, en fait, on avait plusieurs façons de faire passer le questionnaire. Avec les clients, c'était pas dur. On passait par une plateforme de test utilisateur et on pouvait extraire les données sous un format Excel sans trop de problèmes. Et avec les collaborateurs, en fait, on avait deux façons de passer les questionnaires. C'était soit en papier, donc on partait de notre bureau avec une pile de questionnaires sous le bras et puis on leur faisait répondre. Et là, on était sûr de repartir avec et d'avoir donné les bonnes consignes. Soit on envoyait un Google Form, ouais, entre guillemets, c'est soit on envoyait un Google Form, et là on pouvait attendre 2 semaines pour avoir 3 ou 4 réponses, et ça c'était l'enfer en fait. On en parlera après, mais c'était vraiment compliqué. Donc on pouvait avoir plusieurs formats de réponses. Donc quand c'était du questionnaire papier, eh ben il n'y a pas de secret, il fallait que derrière on se tape toute la retranscription sur le Excel pour avoir les bons scores. Et par contre, quand on avait la chance d'avoir des Google Forms, et ben pareil, on récupérait un fichier Excel. Donc que ce soit collab ou au client, on récupérait des datas brutes sous la forme de fichiers Excel. Et là, justement, ces datas, on les traitait avec deux objectifs en tête. À la fois donner des scores du X par rapport aux produits qu'on testait. Et à côté de ça, comme ce que disait Max, c'est nous, on avait cette rigueur où on voulait être sûr que ce qu'on testait était bien ce qu'on voulait tester, enfin, en tout cas, que ça répondait à toute la rigueur psychométrique à laquelle est censé répondre un questionnaire. Donc on avait un gros travail de mise au propre des datas en fait en fonction soit sous la plateforme de test utilisateur, soit sous Google Forms. On récupérait pas les scores sous la forme dont on aurait voulu dans l'idéal. Il fallait par exemple quand on fait du contrebalancement, il fallait qu'on dise attention, le score qui est noté 3 devient un -3. Alors ouais, je vais peut-être faire une petite parenthèse sur comment on lit les scores d'un attractif. En gros, quand on passe les échelles de chaque item, on récupère un score qui va de -3 à 3. -3 étant extrêmement mauvais, et 3 étant très très bon, excellentissime. Et donc on récupérait des scores qui étaient compris dans cette fourchette de -3 à 3, et il fallait vraiment qu'on ait tout un travail de mise au propre, de dire bon bah attention, l'item 14 par exemple, il fallait, il y avait la moitié des items qui étaient contrebalancés, et il fallait vraiment faire attention d'inverser les scores, parce que le -3 en fait équivalait à un 3 parce que c'était contrebalancé, mais on pouvait pas le mettre dans notre Google Form ou dans la plateforme de test utilisateur. Donc vraiment tout ce travail de mise au propre. Et ça, c'était plutôt la popote de Maxime. En fait, lui, il récupérait les Google Sheets bruts. Et il travaillait sur le logiciel RStudio dans lequel il rentrait un algorithme, enfin il codait en gros, et ça moulinait tout seul avec le Google Sheet, ça transformait toutes les datas, ça les mettait au propre et ça calculait tous les scores qu'il fallait. Ça te reliait chaque item à sa sous-échelle correspondante, etc. Et ça nous permettait derrière d'avoir donc deux dashboards, le dashboard purement UX avec les scores qui nous allaient bien, et le dashboard purement psychométrie et statistique pour vérifier que notre outil était qualitatif.
D'accord. Et concrètement, vous obteniez quoi comme résultat alors? Ben, on avait pour le dashboard UX, en fait, on avait 4 scores. On avait un score global, donc toujours compris entre -3 et 3, et qui te donne une idée générale de la qualité de l'expérience utilisateur liée à ce système-là. Et ce score global, en fait, c'était la moyenne de 3 sous-scores. Et les trois sous-scores, en fait, c'est les 3 sous-échelles de l'attractif. Donc tout à l'heure, on vous a parlé de 4 sous-échelles, mais il y en a 2 qui sont la qualité hédonique, stimulation et identité, qu'on a regroupé en une seule. Donc on avait un score de qualité pragmatique, un score de qualité hédonique et un score d'attractivité globale. Et la moyenne de ces 3 scores formait le score global UX. Et à côté de ça, on pouvait aussi donner un petit peu plus de détails dans le dashboard, justement sous forme de graphique, la répartition des scores pour chaque item, te mettre un suivi longitudinal au fil des mises en production, etc., etc. Je fais une toute petite aparté sur ce score global. Donc, comme Clément l'a dit, c'est la moyenne des 3 sous-dimensions qu'on a. Donc, l'attractivité, la qualité donnée, la qualité pragmatique. Je précise juste, en fait, pour certains qui sont un petit peu pointilleux, en fait, vous le trouverez jamais dans les papiers parce que ça se fait pas, cette moyenne-là. Ce score, il n'existe pas. Là, c'est une moyenne qu'on s'est pris le droit de créer, mais parce qu'en fait, on nous demandait un score. Enfin, c'est-à-dire que nos chefs de projet, etc., ils voulaient un score. Voilà. Mais théoriquement, c'est pas censé être fait. Parce qu'on peut pas On revient sur la notion de KPI. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et à côté de ça, Max, tu peux peut-être détailler aussi le boulot que tu faisais côté stats pour la qualité vue. Ouais, alors je le répète, les stats comme ça, c'est de la psychométrie, c'est un vrai métier. Mais bon, à notre petit niveau, on faisait quand même nos tests pour vérifier les qualités psychométriques de notre questionnaire. Donc, globalement, est-ce qu'il a bien mesuré ce qu'il était censé mesurer ou pas, etc. Donc parmi les choses qu'on sortait donc dans ce dashboard plus stats, on va dire, tout simplement on faisait des relations, on faisait des corrélations pour observer les relations entre les items. Est-ce que les items simples, ils marchent bien avec les items techniques, pas techniques, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent aller ensemble. Par exemple, les items de la qualité pragmatique doivent aller ensemble. Et on vérifie ça, on vérifie qu'ils vont bien ensemble. Il y a la cohérence inter-item, donc ça c'est pareil, c'est un indicateur qui s'appelle l'alpha de Cronbach, qui vérifie que dans une sous-échelle, globalement tous les items convergent vers la mesure de quelque chose. Et cette chose-là, c'est encore une fois nos sous-dimensions, la qualité hédonique, la qualité pragmatique et l'attractivité. On vérifie que les items soient factorisables, donc ça c'est plus quelque chose qui est fait en analyse exploratoire, mais ça se fait quand même. Donc nous, dans notre cas, pour ceux qui sont intéressés, on utilisait donc le test de sphéricité de Bartlett et le KMO. C'est des procédures qu'on est plus ou moins obligé de faire quand on veut voir après combien de facteurs on peut créer avec notre échelle. Est-ce qu'on prend 3 facteurs? Facteurs, c'est dimensions, globalement. Est-ce qu'on prend 3 dimensions, 4 dimensions, une seule, 2? Donc, il fallait vérifier ça. Ça fait partie des procédures, on va dire, entre guillemets, obligatoires. On avait aussi des traces et des effondrements qui nous aidaient à vérifier le nombre de facteurs qu'on aurait pu sortir avec nos items. Une fois qu'on a ces facteurs-là, on pouvait voir quels items, on va dire, charger quel facteur. Donc par exemple, l'item simple compliqué, à quel point il impacte notre regroupement de facteurs qualité pragmatique, quoi. C'est un petit peu ça l'idée, pour savoir notamment derrière s'il y a des items problématiques, lesquels on peut enlever, quoi. Et ensuite on vérifiait quand même plus au niveau des items, mais au niveau des dimensions en soi. Donc on vérifiait quand même qu'il y avait un lien fort, donc une corrélation entre la qualité pragmatique plus la qualité hédonique. On faisait une moyenne des deux. Et ça, théoriquement, par contre, ça c'est dans le modèle théorique, c'est censé être en corrélation forte avec la sous-dimension attractivité. Donc voilà un petit peu ce qu'on vérifiait. D'accord, ok. C'est vraiment très, très complet. Et donc ensuite, une fois que vous aviez fait cette étude, vous communiquez tous ces résultats ensuite aux décideurs, aux équipes, j'imagine. D'ailleurs, il y a Guillaume Maquet sur LinkedIn qui voulait justement savoir comment vous trouviez l'adhésion de vos interlocuteurs, c'est-à-dire la BO, les développeurs, les décideurs, etc. Design Plus.
Ouais, c'est une super bonne question. Et pour te répondre très directement, non, on ne communiquait absolument pas tout. Euh, on filtrait clairement ce qu'on communiquait comme résultat parce que l'erreur d'interprétation est vite arrivée. Pour moi, la communication autour de ce projet, en fait, et des résultats, enfin, concrètement des résultats aux décideurs, elle était aussi importante que la création du questionnaire attractif en tant que tel, parce que si on se plantait sur la com et sur la présentation des résultats, on se tirait une balle dans le pied en fait. Donc ça aurait été contre-productif. Et avant d'aller un peu plus loin, en fait, j'invite vraiment ceux qui se disent tiens, on pourrait lancer ce type de démarche à bien faire gaffe à comment ils vont communiquer tout ça et à être très propre dans leur communication parce que c'est le nerf de la guerre, quoi. Euh, et donc non, on communiquait pas tous les résultats. On donnait les résultats qu'on voulait bien. Donc en gros, on donnait le score global et les quatre scores attractifs, mais on les donnait jamais comme ça à la volée. Ils étaient tout le temps accompagnés en fait d'une explication. En fait, il y avait les faits, voilà le score, voilà l'explication. Voilà l'interprétation que nous on en fait en termes du X et on donnait notre avis en fait. Et en fonction du score, on disait bon bah voilà les actions que nous UX on vous propose de faire en UX. Tout ce qui concerne la gestion de projet, mise en prod, etc. C'est la popote du chef de projet. Mais en tout cas, dans le périmètre de l'UX, si je te donne un exemple concret, un score de qualité pragmatique pour un outil collaborateur à 0, bah, c'est hors de question qu'on le laisse sortir. Parce que la qualité pragmatique, pour rappel, c'est est-ce que mon outil me permet d'atteindre les buts qui me sont fixés par seule l'utilisation de l'outil. Si la qualité pragmatique elle est à 0, c'est la limite basse que ce soit acceptable en fait. Donc clairement moi en tant que UX Research je ne laisse pas sortir un outil qui a un score de 0 en qualité pragmatique pour un outil collab. Donc il va y avoir le BO il va recevoir voilà le score. Ça veut dire que l'utilisateur ne peut pas atteindre son but, en tout cas que c'est risqué. Mon interprétation en tant que UX, ça veut dire ben il faut qu'on retravaille, en tout cas qu'on refasse des études de besoins, des études par rapport aux objectifs ou par rapport à l'utilisabilité de l'outil, ou je sais pas, en tout cas qu'on a identifié ce qui va pas. Et dans l'équipe UX, voilà les ressources qui sont mobilisées. Et bah, pour de la qualité pragmatique, c'est plutôt un UX Research qui est à aller voir. Alors pour de la qualité hédonique, on peut dire que c'est soit un UI, soit un binôme UX-UI, tu vois. Donc on accompagnait toujours nos dashboards d'explication. Moi, je ne laissais jamais libre accès aux résultats et je demandais toujours au chef de projet qui utilisait notre attractif et qui lançait une étude. Ça me dérangeait pas qu'il le fasse en autonomie, de venir me voir une fois qu'ils avaient des résultats, parce qu'il y en a qui ont essayé de faire des interprétations, qui m'ont calculé des scores, mais c'est des scores qui étaient même pas compris entre -3 et 3. Donc, enfin, tu vois, c'est te dire en fait, moi, j'attendais pas d'eux qu'ils aient cette compétence-là. Et c'est clairement notre boulot. Je voulais juste qu'ils me disent, bah, j'ai besoin de toi pour lire ça. Et on faisait vraiment attention. Et je peux te donner un exemple, si tu veux. Oui, bien sûr. On avait un projet alors qui était pour un parcours d'aide au choix de packs jantes et pneus. Et on avait une qualité hédonique relativement basse, qui était un score de 0,25. Et on avait un code couleur à côté de ça pour présenter les résultats et on l'avait mis en orange. Et quand on a présenté ça en restitution, en fait, enfin avant la restitution, on l'a présenté au chef de projet. Et il m'a dit oula, mais c'est en orange, ça va pas du tout. Et il y a un truc qu'on a raté, il va falloir qu'on reprenne tout. Moi, je peux pas présenter ça en restitution. Et en fait, quand on prend un petit peu de recul, nous on lui a expliqué, écoute, c'est en orange. Bon, on va peut-être te mettre une autre couleur un petit peu moins alarmante, mais le 0,25 il est pas si alarmant que ça. Parce qu'au vu des objectifs de Noroto, ben c'est pas embêtant. Et c'est là où il faut l'expertise de l'UX Research, mais l'expertise du modèle théorique qu'il y a derrière l'attractif, c'est que la qualité hédonique à 0,25, on l'a testé sur 4 items, dont 2 items qui étaient nouveaux et novateurs. Donc c'est nouveau et ancien et novateur commun. Euh,
approximativement. Et en fait, un site internet pour vendre des pneus et des jantes, bah, on avait forcément des scores, enfin des paires de mots qui étaient évalués plutôt comme communs et pas forcément nouveaux en fait. Donc on avait des scores qu'on va dire négatifs, mais quand tu juges quelque chose entre novateur et commun, bah commun n'a rien de négatif. Alors que dans le modèle de l'attractif, eh ben, commun est la partie négative de novateur en fait. Et quand on a expliqué ça au chef de projet, on lui a dit bah écoute, on n'est pas Apple, on n'est pas Facebook, on n'est pas là pour briser les codes. Ton 0,25 de qualité hédonique, ça veut juste dire que le site a été évalué comme commun et conventionnel et que ça suggère que les clients qui ont utilisé ce parcours-là retrouvent les codes d'un site internet classique et qui va savoir comment l'utiliser. Et enfin, si t'étais Apple et que tu sors le nouveau smartphone révolutionnaire qui se plie et qui fait de la 4D, je dis pas, si t'as pas un score de qualité hédonique à au moins 2,5 ou 2,8, bah tu peux le refaire. Là, un 0,25 sur un site internet de e-commerce retail qui n'a aucune volonté de casser les codes, mais justement de rassurer ses utilisateurs, 0,25 c'est parfait. C'est un très bon exemple de pourquoi, notamment, on peut pas se lancer avec juste prendre notre questionnaire que nous on a créé et le dupliquer n'importe où, parce que ça n'aurait pas de sens pour Tesla, par exemple, s'il veut créer une expérience. Lui, il faudrait qu'il soit novateur, lui, il faudrait qu'il ne soit pas commun, etc. Oui, tout à fait. Oui, les objectifs, je pense que les objectifs sont différents, non seulement selon la marque, mais aussi selon les produits qui peuvent être très différents d'un produit à l'autre et forcément les lectures sont aussi différentes. C'est intéressant ce que tu disais, Clément, parce que justement, ça répond en partie à la question de Solène Sagas, qui est Head of Product Design, qui demandait comment vous utilisiez justement ces infos pour piloter vos projets. En fait, vous donniez le résultat, leur interprétation et proposiez aussi des actes entre guillemets UX comme un package tout compris finalement, quoi. C'est ça? Ouais, c'était complètement ça. Et enfin, on avait un leitmotiv en fait avec ça, c'est avec nos chefs de projet, c'était de la pédagogie et de l'accompagnement. Vraiment, on laissait pas nos résultats dans la nature comme ça, on laissait rien au hasard et on ne voulait rien laisser libre d'interprétation. Et enfin, et en soi, c'est notre boulot, c'est notre expertise du X d'amener cette analyse poussée et experte, et c'est normal que les chefs de projet l'aient pas. Donc concrètement, nous, on leur amenait tout bien traduit, interprété, etc., avec des solutions et en tout cas des ressources à mettre en œuvre, à interroger si s'ils ont tel ou tel besoin, mais après ça restait leur popote de chef de projet de mettre en œuvre tout ce qui avait trait au projet en soi. Mais ouais, quand je te disais qu'on avait la pédagogie en leitmotiv, dès qu'on faisait un livrable où on proposait ces scores-là, en fait, on mettait 2 slides justement pour qu'ils comprennent ces indicateurs, parce que on savait très bien nos restitutions on les présentait une fois à un comité, mais après elles tournaient dans tous nos rotos, elles étaient faites en anglais, donc elles partaient dans les autres pays, etc. Et si tu mets pas l'échelle pour, enfin ta légende pour lire ton dashboard, bah tu peux être certain que dans la semaine d'après tu reçois des mails ou ou qu'il y a des crises de panique dans certaines squads parce que bah ils ont compris quelque chose qui n'est absolument pas la réalité. Donc on avait toujours 2 slides qui servaient de grille de lecture pour comprendre les scores qu'on donnait et quelles actions ils devaient entreprendre derrière. Et à côté de ça, bah, au début du podcast, je te parlais de la Digi Academy. On organisait des sessions équivalentes où on faisait en une demi-heure des rapides présentations et initiations à notre outil. Qu'est-ce que c'est, comment on fait enfin sur quoi se basent nos évaluations, comment ça se passe et quel type de résultats nous on leur présente à la fin, qu'est-ce qu'ils peuvent en attendre, qu'est-ce qu'ils peuvent nous demander, et surtout de bien leur préciser la démarche, de leur dire ok, vous nous appelez, vous lancez cet outil
de votre côté sans rien changer. Surtout, vous me changez pas un seul mot parce que c'était des Google Docs, donc tout le monde pouvait écrire oh tiens beau ça me plaît pas, je vais mettre parfait par exemple. Ah bah non, tu me fais pas ça, tu ne touches à rien. Et tu me dis quand tu lances un truc et quand tu veux des résultats, tu t'embêtes pas à faire des Google Sheets, c'est mon boulot parce que tu vas faire n'importe quoi. Et c'est pas de la condescendance, c'est juste que chacun son boulot en fait. Hmm. Voilà. Tu ne Donc touches pas, voilà ce qu'on a non non retenu. bah non, ne touchez à rien non. D'accord. Il y avait donc des questions de Kevin Fatiguet et Corinne Lelier, qui est senior directeur innovation et design, qui demandait si ça avait impacté la vision qu'avaient les équipes projet par rapport à votre équipe UX et à vos métiers. Mon avis, c'est que on donne une démarche qui est quand même un petit peu solide. Et encore, on rentre pas dans les stats avec tout le monde, donc s'il fallait aller à la guerre et commencer à sortir des arguments, on aurait pu y aller, mais c'est pas ce qu'on a fait. On a fait plutôt œuvre de pédagogie, d'accompagnement, et en fait, je pense que les gens, du coup, ils ont pu peut-être plus facilement s'approprier l'UX, parce qu'en fait, parler de KPI UX, c'est aussi un autre moyen de continuer à parler du UX, mais pas sous le regard des observables, pas sous le regard des tests, pas sous le regard des verbatim. Donc je pense qu'on a plutôt fédéré plutôt pas mal autour de nous. Je sais pas si ça a été évident pour tout le monde de prendre ce train en marche. Je suis pas certain. Je sais pas Clément, ce que tu en penses. Ben non, parce que bah au début on faisait déjà ça dans notre coin, c'était relativement confidentiel, il y avait peu de projets qui étaient intégrés à la démarche, etc. Et même notre manager au début il nous disait non mais passez pas trop de temps là-dessus, etc. Et au fil du temps en fait tout le monde a adhéré, notamment Nicolas notre manager, qui a poussé le truc et il se trouve que tu vois en 2022 on a Noroto a intégré la démarche, enfin le concept des OKR, et l'équipe UX s'est vue fixer comme OKR de donner des indicateurs chiffrés. Et bah coup de bol, en fait notre truc il était tout prêt et prêt à être déployé. Donc c'était vraiment super cool. Mais pour répondre à ta question, c'est vraiment la partie cool de ce projet, c'est que tu vois ça a fait monter en maturité notre équipe. Au-delà de l'aspect humain entre Max et moi, on s'est découvert franchement à travers ce projet-là, mais ça a fait monter. On a embarqué l'équipe UX au global, mais aussi UXR au fur et à mesure qu'elle évoluait en nombre. Et tout le monde a été investi là-dedans. Il y a eu de la montée en compétences. Au début, on nous regardait comme des extraterrestres parce que bah, c'était pas si simple en fait de rentrer là-dedans. On disait mais je serais jamais capable de faire ça, etc. Au final, maintenant, tout le monde est investi là-dedans et tout le monde comprend comment s'en servir, etc. Donc ça, c'est super cool. Donc il y a eu, ça a fédéré une équipe, ça nous a tous fait monter en compétences, ça a permis à l'équipe UX de se faire connaître, mais aussi à promouvoir la partie UXR, tu vois, c'est la face émergée de l'iceberg, celle qui se voit pas, et celle pour laquelle on fait de la vulgarisation, de la formation au sein de la boîte. Bah, ça a permis de vraiment mettre en valeur cette partie-là, cette compétence-là, ces métiers-là, sur la partie, bah, j'en sais rien, chef de projet, marketing, etc., où eux ne voyaient que les maquettes. Et quand on a commencé à bosser avec l'équipe analytics, ils se sont dit, waouh, ok, c'est ça leur métier. Donc c'était vachement sympa. Et puis, bah pareil, tu vois, les décideurs, ils ont vachement apprécié de voir débarquer des chiffres, parce que c'était bien de voir des maquettes, des chiffres, des verbatims, des observables, des tableaux dans tous les sens, mais là, ils ont vu des chiffres, il y en avait, allez, 4 grands max, bah, ils étaient bien contents. En gros, ça disait go ou no go, et ça leur allait très bien. D'accord. Et je suis curieux de savoir si vous avez eu du mal ou pas à fédérer les équipes pour utiliser ces KPI UX. Non, non, clairement, non, ça n'a pas été très compliqué. Du coup, on avait 3 types d'utilisateurs pour ces KPI UX. Il y avait nous, les UXR, on était les manipulateurs en fait de ces KPI. Et après, on avait les BO, chefs de projet, les décideurs. Donc c'est à eux clairement qu'on s'adressait. C'est eux qui allaient faire un usage tactique, on va dire, pour justement prendre un petit peu de recul, voir. En fait, jusqu'ici, nous, on leur donnait beaucoup de qualitatif et de quantitatif, mais de manière très très opérationnelle, sans prise de recul. On leur disait, bah voilà l'ensemble des résultats.
bon maintenant tu te débrouilles. C'est toi le chef de projet, si tu fais ta popote et tu te débrouilles. Là, avec ces KPI UX, et ça peut peut-être répondre aussi à la question de Solène, enfin apporter un peu plus de précision, avec ces KPI UX, on permettait à nos chefs de projet de prendre un petit peu de recul et de dire, ok, les UX, ils nous ont déjà fait tout le travail de compiler dans différentes sous-échelles, dans différentes dimensions. Euh, Côté hédonique, bah ça a l'air de fonctionner. Côté qualité pragmatique, eh ben on sait que ça permet de répondre à nos utilisateurs, d'atteindre leurs objectifs. Bon, bah en termes de gestion de projet, je sais sur quoi je dois mettre mes efforts ou pas en fait. Donc c'est en ça que ça permet au chef de projet de prendre un peu de recul et de savoir où mettre les efforts. Est-ce que je mets un UI, est-ce que je mets un UXR, est-ce que je mets les deux, est-ce que je mets autre chose, c'est que du dev par exemple qu'il faut mettre. Ce qu'on ne permettait pas trop de faire sans ces KPI là, parce que juste avant on rendait un ensemble de résultats où nous on donnait notre avis, mais bon sans peut-être avec moins de synthèse quoi. D'accord. Et donc ouais, et pour répondre à ta question, Laurent, on n'a pas eu de mal à fédérer nos BO parce qu'il y a eu un effet un petit peu boule de neige. Pendant 1 an et demi, on a bossé avec la même équipe projet pour faire la R&D. Ça intéressait beaucoup les différentes équipes côté e-commerce notamment parce que c'est eux qui avaient le plus accès à ces résultats-là. Ils disaient ah bah tiens c'est sympa au score là, est-ce qu'on pourrait l'avoir? Ouais ça arrivera. Et en fait, au fur et à mesure des projets, tu vois, t'as un chef de projet de telle équipe, et puis enfin, en fait, t'as jamais une ou deux personnes, t'as toujours un comité de 5 ou 6 chefs de projet qui sont là, et par bouche à oreille, en fait, tout le monde se dit, ah, mais j'ai entendu que Bidule, il avait eu vos questionnaires, est-ce que je peux l'avoir aussi? Et ben, ça fait des super résultats, en Espagne, ils sont trop contents, voilà. Donc, on n'a pas du tout, on n'a pas fait trop d'efforts pour communiquer là-dessus, enfin, pour convaincre les gens. C'est à force de montrer les choses et d'avoir cette vision prise de recul et synthétique que les gens se sont dit ah tiens ça m'intéresse et il me faut ça pour mon projet. Donc non, on n'a pas eu de mal à fédérer nos équipes projet là-dessus. D'accord, c'est super bien parce que du coup, il y a eu un bouche à oreille assez puissant qui a été fait. Du coup, ça a été simple, c'est vraiment super. Mm. Est-ce que cet attractif adapté, on va dire, vous l'utilisez en France ou aussi pour des projets à l'international? Effectivement, on a terminé la R&D uniquement en langue française. On s'est pas trop compliqué la tâche. Enfin, il valait mieux faire la partie création, enfin adaptation de l'attractif sur notre langue natale. Mais une fois qu'on a validé une version française, euh, on a eu une demande des décideurs chez Noroto justement d'élargir cet outil à toutes les BU où était implanté Noroto, donc que j'ai cité tout à l'heure. Donc il y a eu un petit travail justement d'aller chercher à droite à gauche les versions validées ou non de l'attractif dans les différentes langues. Et concrètement, on l'a fait passer en français, en néerlandais, en allemand, en espagnol. Et là, en début de l'été, on était en train de chercher les traductions italiennes et portugaises. Mais ça a vocation à être utilisé dans toutes les BU dans lesquelles il y a du Noroto. D'accord, ok. Et ça n'a pas été trop difficile de l'adapter dans des langues étrangères? Ben, pas spécialement parce que ça a déjà été traduit. En tout cas pour les langues que je t'ai citées, espagnol, néerlandais et allemand, c'était déjà existant. Alors validé ou non, je ne sais plus. Je t'avoue que je l'ai plus en tête, mais on avait été chercher justement si ça avait déjà été traduit ou non. En fait, ça c'était le plan idéal, trouver une version validée dans la littérature scientifique. Et après, on avait la version dégradée. Et je crois que c'est ce qui est fait pour le Portugal et l'Italie, qui est de demander à des Italiens et à des Portugais de traduire ce qu'on va leur donner en français. Et puis derrière, d'être sacrément attentif aux qualités statistiques qu'on aura derrière, quoi. D'accord, ok. Et il y a Kevin et Guillaume qui ont posé des questions sur la maintenance et de la R&D à faire autour de tout cet outil. Donc ma question c'est, est-ce que vous avez fait des modifications depuis? Alors, un petit peu, ouais. C'est vraiment une partie qui prend beaucoup de temps et on n'a toujours pas de ressources allouées pour faire ça, même si ça fait partie des OKR, on n'avait pas plus de temps à passer là-dessus. Euh,
Mais alors Max a quitté l'équipe en début d'année et en fait on a perdu quand même une sacrée compétence à ce moment-là. C'était une grosse force de travail et sur la partie statistique notamment où sans lui en fait on se retrouvait un petit peu orphelin sur cette compétence-là. Donc on n'a pas trop évolué depuis le début d'année là-dessus. Néanmoins, on a dû faire une version très courte. Je vais t'expliquer pourquoi. Il y a le chef de projet de l'outil de caisse qui est venu nous voir et qui nous a dit pendant l'utilisation de l'outil de caisse, parfois on balance un questionnaire de satisfaction pour les caissiers. Alors, c'était non négociable, mais enfin sur le principe, je dis mais attends, il est en train de bosser et tu lui balances un truc entre deux clients. Alors ce qui est bien, c'est que c'était pas pendant qu'il encaissait un client, c'était forcément entre deux tickets de caisse, donc entre deux clients. Je dis mais tu lui balances un truc comme ça tombe, il y a une queue de 15 personnes. Ouais, c'est pas grave. Bon bref, donc il a fallu sortir une version très courte, donc on a fait une version en 5 items. Pour voir pour essayer de répondre à l'attente de ce chef de projet, mais aussi essayer d'avoir un petit peu de data sur cet outil-là et qu'on n'aurait pas pu avoir avec une version longue, clairement. Et on était relativement content des résultats que ça donnait. Néanmoins, on n'a pas eu le temps d'approfondir les qualités psychométriques de cette version-là. Et c'est clairement ce qui reste à faire. En tout cas, c'est la prochaine tâche qu'il y a à faire concernant KPI UX Attractif, quoi. D'accord, ok, c'est intéressant. Je pensais pas qu'on pouvait descendre à, à aussi peu Alors, d'items en fait. ouais, Ouais. je te garantis pas que ça fonctionne aussi bien qu'une version à 15. Plus t'en as, mieux c'est. Oui, Enfin, tout à fait, oui, c'est dans ça. dans la limite du raisonnable, c'est pas ça sert à rien d'en avoir 100 quand 30 suffisent, quoi. Mais en général, enfin, entre 28 et 3, vaut mieux faire la version à 28, quoi. C'est clair, si on a le choix. Il y a quand même, moi j'ai connaissance quand même de papiers scientifiques qui ont montré, en fait, qui s'attardaient justement à vérifier à quel point on peut descendre une échelle, le réduire le nombre d'items, etc. Alors ce qu'ils auraient trouvé, c'est que un item, c'est bon, on évite quand même. Mais ouais, je crois qu'ils avaient 4 ou 5 items et ils avaient par exemple une corrélation de entre 0.88 et 0.97 sur la version longue, on va dire, et la version 5 items, donc c'est des résultats relativement encourageants. Après, c'était pas sur de l'UX, peut-être qu'en UX, c'est plus compliqué. Ça reste à voir, c'est encore un champ de recherche, à mon avis, qu'il faut investiguer, ouais. D'accord, ok. Bon, bah, s'il y a une prochaine équipe qui veut travailler là-dessus, pourquoi pas, et puis nous partager ses résultats, ce sera intéressant. Je suis désolé, je le précise quand même, du coup, c'est l'équipe de Gogol et Fishback, je crois que c'était en 2014, il me semble, quelque chose comme ça. Non, mais en fait, il faut toujours citer ses sources, sinon après on est taxé de... Enfin, on sait comment ça marche, quoi, hein. T'as bien raison. Alors, nous arrivons bientôt à la conclusion de cette interview et j'aimerais vous poser 3 questions. Aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que vous avez pensé de ce projet, de mettre en place des KPI UX, de faire, de réduire, d'utiliser et de réduire cet attractif? Si je peux me permettre de commencer, Clément, Vas-y, Maxime. Mm. Moi, ce que j'ai déjà apprécié, c'est que en fait, c'est une nouvelle corde à l'arc de l'équipe UX pour moi. Ça nous montrait qu'on allait vers la voie de l'industrialisation, que c'était. En plus, honnêtement, c'est un challenge quoi. Enfin, j'ai pas vu beaucoup de littérature sur des KPI UX quoi autour de moi. Euh, ouais, tout ça, ça fait que c'était quelque part un petit peu un plaisir, même si on manquait de ressources et que du coup on faisait les choses comme on pouvait entre guillemets quoi. Mais ouais, c'était quand même un plaisir de repasser un petit peu du côté de la recherche, faire un peu stats. Moi j'aimais beaucoup coder sur R, donc la partie toute l'automatisation des stats, etc. Moi c'est quelque chose que j'ai adoré. Donc revenir sur ça, c'était cool, ne serait-ce qu'en termes de quotidien dans ton travail quoi. T'as juste une autre tâche un petit peu différente quoi. Donc c'est un niveau très perso, mais franchement ça compte quoi. Ça compte quoi. On fait un job aussi parce qu'on aime le faire quoi. Absolument, oui, tout à fait. Et Clément? Ouais, moi, mon bilan, c'est qu'on peut être super fier de nous, en fait. Enfin, comme dit Max, toute l'équipe a monté en compétences et en maturité, en partie à travers ce projet-là. La visibilité de cette équipe UX au sein de la DigiForce a vraiment pris un gap, en fait, grâce à ça.
Et puis, enfin, de manière plus personnelle, en fait, enfin, c'est vraiment le début de l'histoire avec Max, en fait. Enfin, ça s'est forgé autour de ça, et c'est le début. Enfin, c'est là-dessus que c'est bâti, en fait, notre amitié, mais à la fois au boulot et de cette réciprocité de reconnaissance de compétences et de connaissances, mais aussi cette amitié, en fait. Donc, non, je suis très fier et très heureux de ce projet. D'accord, merci. La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez changer ou que vous auriez aimé faire autrement? Ouais, alors moi il y a une chose que j'aurais aimé qu'il soit autrement, c'est qu'on ait des ressources allouées en fait. Déjà qu'on ait du temps, parce que enfin, je te l'ai dit, c'était un projet fil rouge qu'on faisait quand on avait le temps, quand on voulait bien. Concrètement, personne nous a obligés à le faire, mais enfin, je vais pas dire qu'on a sacrifié des postes parce que c'était tout sauf un sacrifice, mais il y a une partie de pause ou de midi, tu vois, entre la pause du matin et de l'après-midi, qu'on a passé à traiter ces sujets-là. Et rien nous y obligeait, quoi. Donc du temps dédié, ça aurait été sympa. Et puis après, ouais, pour la phase de conception, toute la phase R&D de cet outil, ça aurait été bien qu'on ait accès à des ressources matérielles, donc ou scientifiques, mais tu vois qu'on ait des vrais outils de stats. Là, Max il faisait tout sur ses propres comptes perso. Quand on avait besoin de ressources scientifiques, et ben on allait sur Science Hub là pour aller télécharger des articles de manière complètement illégale. Et ça, on n'avait pas accès en fait. Et tu vois, on n'y pense pas, mais c'est des choses qui te permettent d'être performant, d'avoir ces accès-là. Donc ça aurait été plus sympa, et un petit support organisationnel à côté de ça. Et pendant la phase de déploiement, et ben tout ce que Max faisait avec le logiciel R, on a dû le traiter avec Google, enfin la suite Google et notamment Google Sheet. Et en termes de data vise et de puissance de calcul et de traitement de la data, bah on était à l'ouest total. Tu vois, on a fait de la R&D dont le résultat était nettement plus propre que quand on a industrialisé le process. Et ça, je trouve que c'était vraiment une faiblesse et ça nous a vraiment non, ça nous a pas desservi, mais ça nous a pas servi. On disait, enfin moi quand je faisais mes livrables, mes restitutions, je disais je suis désolé pour la forme. Moi je suis XR donc j'ai le droit. Les UI ils ont moins le droit, mais l'équipe DataVis en fait n'avait pas de ressources non plus pour nous permettre d'avoir un beau dashboard hyper propre comme ils pouvaient faire avec d'autres KPI, tu vois. Donc là j'étais un peu déçu là-dessus, mais sinon écoute, on s'en est sorti quand même quoi. D'accord. Et est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Maxime? Ouais. Ouais, pas mal de points communs hein, sur les ressources. Effectivement, la team DataVis, j'aurais bien aimé les voir plus tôt pour voir directement pour enclencher des choses. Après, honnêtement, je me serais pas passé de R, donc j'aurais pas commencé directement ni fini sur Google Sheets. C'était hors de question. Non, je rigole, mais si, en vrai, j'aurais pu le faire hein, pour l'équipe. Ouais, si j'avais eu le temps, j'aurais bien basculé tous les automatismes sur Google Sheets si c'est faisable. Je pense pas qu'on puisse tout faire, mais non, petit regret, mais ça n'a rien à voir avec le projet. C'est plutôt que moi j'ai pas vu la suite du projet, donc j'ai pas vu une masse d'applications. J'ai déjà vu des choses, des différentes langues, etc. Non, mais le plus gros projet, c'est surtout que j'ai pas été faire les pré-tests à l'étranger, quoi. Moi, je voulais aller en Espagne. C'est ça, quoi. D'accord. Pour terminer, la dernière question, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pourriez dire à celles et à ceux qui aimeraient se lancer dans ce type de démarche, s'il vous plaît. Ne le faites pas. Non, pas de pas le faire. Mais, je pense que vous l'avez pigé. On a des profils scientifiques. On a été formé à la psychométrie, aux statistiques, à la construction et à l'analyse et à l'élaboration, construction des questionnaires. Et c'est des compétences dont on ne peut pas se passer quand on veut se lancer dans ce type de projet. Donc clairement, réfléchissez, j'y arrive pas. Réfléchissez bien avant de vous lancer. Et
concrètement, s'il n'y a pas de besoin spécifique, si vous pouvez faire l'attractif dans sa version normale, si vous n'avez pas les compétences en stats ou en psychométrie ou en UX ou en statistiques suffisamment solides et qu'il n'y a pas d'urgence, le faites pas. Enfin, faites un attractif classique. Il y aura peut-être des incompréhensions sur certains items. Vous pouvez accompagner vos utilisateurs lors de la passation, mais moi j'invite vraiment les gens à piger que ça nous a demandé une énergie et un investissement fou. Qu'on l'a fait parce qu'on s'entendait très bien et qu'on avait envie de le faire et que ça nous faisait hyper plaisir, mais que l'attractif dans sa version originelle, en fait, ça fait ultra bien le boulot et que ça peut largement suffire. Enfin, nous, il y avait un contexte qui s'y prêtait, des situations, on avait la motivation, les connaissances, on était motivés. Enfin, c'est vachement important, c'est l'essence de la réussite de ce projet, je pense, et surtout ne misez pas tout là-dessus. Enfin, on vous parle de KPI UX depuis tout à l'heure, on parle d'attractif, mais faut pas oublier qu'à côté de ça, il y a tout ce qu'un UX est censé donner, enfin, de l'analyse de terrain, des observations, le quantitatif. Le qualitatif n'est surtout pas à mettre de côté, ça fait partie de notre métier. Donc donner du quantitatif et encore mieux un score unique, c'est très bien. Mais notre métier se limite pas à ça et il faut surtout pas oublier tout ce qu'on est capable et tout ce qu'on doit donner en tant que UX Research quand on fait des livrables ou qu'on accompagne des projets, quoi. D'accord. Est-ce que tu veux compléter, Maxime ? Je pense que Clément a tout dit. Je pense que ce qui est important, malheureusement, c'est super vaste ce à quoi il faut faire attention. Faut être capable d'avoir une méthode mixte, quanti-quali. Faut être un petit peu difficile dans sa manière d'interpréter les choses. On peut pas juste aller piocher les résultats comme on le veut, etc. Faut faire preuve de pédagogie, faut maîtriser un peu les stats. Enfin, globalement, c'est un beau projet, quoi. Pour faire maturer une équipe, c'est peut-être même quelque chose d'intéressant, hein. Mais faut savoir où c'est qu'on met les pieds un petit peu, quoi. Voilà. D'accord, ok. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être intervenus sur Design Plus. C'était vraiment très intéressant. Pour ma part, j'ai beaucoup appris. C'était vraiment très bien. J'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment. Et vous voulez peut-être donner le dernier mot avant de se quitter ? Ouais, on te remercie, Laurent. C'était un super moment. C'était très agréable. Je suis très content d'avoir collaboré avec toi sur ce sujet-là et j'espère d'avoir donné envie à certaines personnes de se lancer dans ce type de projet et on est complètement ouvert pour échanger sur le sujet avec vous après, en fait. N'hésitez pas à envoyer plein de mails à Clément Warzignac. Ouais, c'était un plaisir de rediscuter un peu de tout ça. Ça fait longtemps que je suis parti de l'équipe et de voir comment ça continue de vivre. C'était un moment d'échange, quoi. C'était sympa. Merci pour l'invite. Je remercie beaucoup Maxime et Clément d'être passés dans Design Plus pour nous partager cette méthode sur les KPI UX. Est-ce que, d'après vous, est-il nécessaire de tout mesurer dans le design et en particulier les actions et les méthodes UX ? Pensez-vous que vous allez mettre en place ces KPI UX au sein de votre équipe ? Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de le partager autour de vous sur LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook et ailleurs. Je vous invite aussi à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute et d'écrire un commentaire sympa pour le faire grimper sur votre plateforme. Et pour ne pas rater les prochains épisodes, pensez à vous abonner. À bientôt sur Design Plus. Salut! Design Plus.